Pour l'instant, on est ensemble jusqu'à 17h30 pour parler télétransmission et nouvelles technologies. Effectivement, l'univers du secours et des soins d'urgence continue d'être porté par ces avancées technologiques qui révolutionnent en fait votre travail à tous sur le terrain. On va voir ensemble tout ce qui évolue en termes de transmission de bilan, d'ambulances connectées, de drones, de Google Glass, entre autres, et en quoi ça représente en fait l'avenir de votre métier, tout simplement. Nous verrons aussi qu'en fait, cette mise en place opérationnelle des nouvelles technologies est peut-être pas aussi répandue et opérationnelle qu'on voudrait. Et en tout cas, on pourrait peut-être aller plus vite. Le voici. Pardon, non, j'ai dû commencer, mais voilà. Donc, on va en parler aujourd'hui avec nos invités. Le médecin général Henri Julien, président de la Société française de médecine de catastrophe, administrateur de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme et administrateur du Centre national de ressources en e-santé. Le professeur Patrick Jourdain, juste à côté de lui, responsable du service cardiologie de l'hôpital René Dubos de Pontoise, membre du groupe de travail sur l'insuffisance cardiaque de l'European Society of Cardiology, j'ai pris l'accent anglais que je pouvais, et également expert médical en charge de la télémédecine au ministère de la Santé. Juste à côté de lui, Francis Di Giorgio, responsable national chargé des transmissions à la Direction nationale du secourisme Ordre de Malte France. Et enfin encore à côté de lui, José Costa, responsable commercial de TPL System, spécialiste de la distribution et du déploiement de systèmes de radiocommunication et donc qui porte le projet Ambucom dont on va parler tout à l'heure. Voilà, on peut déjà les applaudir. Il fonctionne. Oui, super, il fonctionne celui-là aussi. J'ai envie de commencer avec vous, en fait, Henri Julien, pour une question bête, mais il faut bien commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est exactement que la télémédecine ? On va essayer de répondre intelligemment. Alors, à cette si possible. Bonjour tout le monde. Oui, je ne suis pas un grand spécialiste de la télémédecine, je dois le dire. Mince. Mais c'est un de mes dadas. Voilà. Parce que je suis toulousain et étant toulousain, j'ai été amené à rencontrer Louis Larengue. Louis Larengue, il y en a qui s'en souviennent peut-être, mais c'est quand même celui qui a fondé la télémédecine en France. Bon. Et aujourd'hui, il parlait comme ça avec l'accent du sud-ouest. Et donc, il m'a un petit peu sensibilisé à ça. Et comme je m'intéresse beaucoup à la médecine de catastrophe et la médecine un petit peu en situation d'exception, eh bien, évidemment, la télémédecine m'a assez passionné. Vous savez que la télémédecine est devenue la télésanté et bon, on va en parler. Et concrètement, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, la télémédecine, il y a deux définitions. Il y a une définition américaine et puis il y a une définition, on va dire, française. Alors, la définition américaine, elle est assez simple, c'est tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la médecine avec des instruments de transmission, mais pas que de transmission, d'amélioration de ce qui est transmis, d'exploitation de ce qui est transmis. Eh bien ça, c'est de la télémédecine quand ça reste dans le domaine de la médecine, n'est-ce pas ? C'est très large, donc, comme définition. Alors que la définition française, si on reprend la définition dans la loi de 2009, eh bien, elle est beaucoup plus restreinte et la télémédecine, c'est de la médecine faite par des télémoyens, par des médecins. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Avec une espèce de liste de ce que peuvent faire ces médecins. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la téléconsultation. À ce moment-là, c'est bon, une consultation qu'on fait dans son cabinet, mais on le fait à l'aide d'un déport d'images son, on va dire. Mais ça peut être aussi de la téléassistance. Qu'est-ce que c'est la téléassistance ? Eh bien, c'est un confrère qui a des difficultés pour interpréter je ne sais quoi, ou qui veut opérer et qui veut avoir un conseil. Donc ça, c'est de la téléassistance. Donc vous voyez que les définitions, fonction du pays, ça a quand même une importance. Et qu'en France, on est un petit peu plus restrictif. Et ce qui explique peut-être en partie, mais mon voisin le dira peut-être mieux que moi, ce qui explique peut-être en partie le développement un peu limité que la télésanté a en France, quoi. On voit ailleurs, dans d'autres pays, des avancées beaucoup plus importantes que chez nous, où on est encore un peu frileux sur ce mode d'exercice, quoi.
Ai-je répondu à votre question? Tout à fait, on va passer à Patrick Jourdain. En quoi ces nouvelles technologies peuvent révolutionner le métier des gens qui sont là, concrètement? Alors, moi, je dirais juste au départ que pour savoir comment ça va révolutionner, il faut bien se rappeler effectivement ce que c'est la télémédecine. Et M. Julien l'a bien dit. En France, j'allais dire, c'est pas tellement qu'on est dans la restriction, c'est que clairement, la question, c'est pas de se dire qu'on réfléchit sur un objet, c'est-à-dire la téléphonie, l'Internet, le Skype, on va pouvoir tout faire à distance, mais véritablement à un besoin. C'est-à-dire que, comme d'habitude, pour nous, la télémédecine, ça répond à un besoin médical. Alors après, j'allais dire, on est peut-être moins restrictif au-delà de fait par un médecin, je dirais, en lien avec un professionnel de santé, pour être un peu plus large. Mais c'est vrai que cette notion de besoin médical, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que la télémédecine, même si on a l'impression que c'est toujours lent au départ, c'est lent parce que c'est un changement de mode de pensée. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une évolution, on va dire, de l'art, on est dans une révolution quelque part. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est un peu en retard, mais finalement, quand on voit qu'est-ce que ça veut dire de tout changer, ben on s'aperçoit, et ça les urgentistes le savent très bien, pompiers, secouristes, médecins du SAMU, que c'est compliqué de mettre en œuvre tout un parcours de soins. C'est plus facile de se dire je suis dans l'acte, je réanime. Mais c'est pas ça l'important, c'est on réanime, on prend en charge le patient du début à la fin. Et je crois que cet élément de la télémédecine, c'est en ça que ça va changer notre vision de la prise en charge des malades, mais ça va la changer si on la pense bien. Alors j'allais dire, vous allez me poser une question, en quoi ça va révolutionner? Ben, ça va révolutionner, pourquoi? Parce que, ben, on l'a dit, la téléconsultation, c'est quoi? Ça veut dire qu'à distance, je peux connaître les données de mon malade. Et donc, je peux agir plus vite, par anticipation. Ça peut être la téléexpertise. Moi, je vais poser la question, moi, je ne suis pas un spécialiste forcément de toutes les réanimations, seulement les tuyaux, moi, je m'arrête à ça. Mais je vais pouvoir avoir l'avis d'un brillant spécialiste comme mes deux voisins, parce que j'en ai besoin, à tout moment, c'est la téléexpertise. J'ai effectivement un acte difficile à faire, une thrombolyse, une dilatation. Je vais demander la téléassistance. Et puis, chez nos patients en chronique, avant qu'on en soit à la phase aiguë, il y a la télésurveillance, c'est-à-dire savoir chez le patient, à son domicile, ce qui se passe. Et ça, c'est un changement du tout au tout par rapport à nos consultations où on est à distance. Et donc, je crois que c'est nous qui allons inventer cette révolution et ce besoin de changement uniquement en regardant les trous dans la raquette. En quoi j'ai besoin? Quel élément me manque dans ma vie de tous les jours? Et je pense en particulier à des choses simples. Le tracé électrocardiographique pour le diagnostic de l'infarctus, les données vitales. Et ça, c'est un élément clé de collaboration entre nous. La télémédecine, c'est d'abord être ensemble. Et là, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas développé en France. C'est faux. C'est développé dans quelques endroits en France. Alors, il y a là, dans la salle, quelqu'un que j'ai reconnu qui est à Mayotte, et puis un autre qui est au Togo, qui travaille au Togo, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille en Guyane, là, dans la salle. S'il est là, qu'il lève la main. Non, il n'y a pas de Guyanais. Mais la Guyane est un département très particulier, en ce sens qu'il y a de la population sur le bord de la mer, et qu'ensuite c'est une forêt amazonienne, où il y a des petits groupes qui vivent de 20, 30 personnes, 40 au maximum, et qui sont là, dans la forêt, disséminés dans la forêt. Alors il a fallu organiser quelque chose pour ces gens. Et on a organisé de la télésanté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé dans ces petites communautés un sachant. Sachant, quelquefois, un infirmier, mais quelquefois un aide-soignant, quelquefois un simple secouriste. Mais avec une liaison satellitaire, parce qu'il n'y a pas de téléphonie possible, il n'y a pas de fil. Donc une liaison satellitaire à Cayenne, au SAMU de Cayenne. Et puis, on va voir pourquoi au SAMU. Et pourquoi satellitaire? Parce qu'il y a le CNES. Le CNES lance et ils ont des satellites pour pouvoir suivre les fusées qu'ils lancent, etc. Et donc, ils ont mis à la disposition du SAMU cette capacité d'avoir le téléphone partout. Un truc. Bon. Et alors, l'idée première du docteur Eggman, puisque c'est Eggman qui a, il faut lui rendre cet hommage, il s'est dit, moi je vais m'en servir pour les urgences. Parce que quand il y a quelqu'un qui va se casser une jambe, ou je ne sais pas moi, qui va avoir un problème de santé urgent dans telle petite communauté, eh bien, je vais pouvoir donner un avis peut-être, une conduite à tenir, quelque chose comme ça. Et c'est parti comme ça. Mais très vite, ça a dérivé. Ça a permis de faire quoi? Eh bien, en Guyane, comme c'est très humide, il y a beaucoup de dermatologie.
Eh bien, pour la dermatologie, ça a été génial. C'est-à-dire que le représentant de la santé promène la caméra et le dermatologue à Cayenne dit « Ah, mais c'est un herpès machin. Ah, mais ça, c'est une réaction de truc. Faites ce traitement. » C'est-à-dire que la téléconsultation de dermatologie, tout le monde, on s'y attendait pas. Je veux dire, on s'y attendait pas du tout. Le suivi des bébés au moment de l'accouchement, là aussi, tout peut être, etc. Donc, l'apprentissage femme qui était là dans le petit village, eh bien, on pouvait l'aider. Mais alors, l'application la plus extraordinaire, c'est le laboratoire. Je vois qu'il y a des pharmaciens dans la salle. Et donc, il y a du paludisme en Guyane. Donc, pour faire le diagnostic du paludisme, il faut faire une goutte épaisse. C'est-à-dire, vous prenez une goutte de sang que vous étalez, vous mettez ça sous le microscope et on vous dit, il y a du paludisme ou pas de paludisme. Alors, on a appris à ces jeunes, c'était en général des jeunes, à ces aides médecins, à faire une goutte épaisse. Et donc, 10 minutes après la goutte épaisse, eh bien, à l'Institut Pasteur de Cayenne, ils disent oui, c'est bien un paludisme ou non, c'est pas un paludisme. Ce qui montre parfaitement bien, et vous avez raison, mon cher confrère, c'est qu'il faut d'abord répondre à un besoin, mais que l'outil a permis aussi de découvrir des besoins nouveaux. Voilà. Et j'en arrête là parce que j'ai déjà trop parlé, mais vous voyez que vraiment quand vous dites que c'est un champ nouveau, un paradigme nouveau, moi je crois aussi que c'est complètement innovant. C'est-à-dire que ça va changer à des endroits où on ne s'y attend pas. En tous les cas, en Guyane, on a eu des surprises. Alors justement, on parle de la Guyane, on parle donc du maillage, en fait, de comment ça va concrètement arriver dans nos vies. Francis Di Giorgio, vous êtes un spécialiste des télétransmissions. Donc cette question du maillage territorial est forcément très importante. Il faut que ça marche partout. Mais notamment quand on parle des zones blanches, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on en est où de ce point de vue-là ? Alors, avant de parler de zone blanche, je voudrais juste faire remarquer que dans télémédecine, il y a le mot médecine, bien évidemment, mais il y a le mot télé. Donc télé, donc pour moi, par similitude, transmission, avec un langage un petit peu plus militaire, vous m'en excuserez, mais je reprends aussi, j'aime bien reprendre souvent cette phrase qu'avait dit Sir Winston Churchill, les transmissions, c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, c'était très précurseur, mais ça l'est encore plus aujourd'hui, à l'époque de la télémédecine. On a plein de capteurs biomédicaux extrêmement performants, mais on a eu pendant très longtemps l'absence de tuyaux derrière pour transmettre. Moi, ça fait 25 ans que j'entends parler de télémédecine. On en parlait un instant. Aujourd'hui, on commence seulement à voir émerger des applications, des expérimentations. Ça fait 25 ans qu'on en parle quand même. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les tuyaux jusqu'à maintenant. Alors, c'est vrai que les transmissions ont fait un bond en avant. On a tous dans notre poche voire plusieurs merveilles technologiques qui envoient des photos, des vidéos, des tas d'applications. Et on reste encore dans nos réseaux professionnels, l'INPT, Antares, entre autres, avec des débits quasi ridicule, si vous voulez. Donc l'année dernière, dans ce même salon, d'ailleurs, j'avais tenu une conférence sur l'avenir du LTE. Le LTE, c'est la 4G professionnelle. Et je m'aperçois qu'un an après, on avance tout doucement dans ce domaine-là. Par contre, ce qui avance très vite par rapport à nos réseaux professionnels, pas toujours très performants, peut-être en phonie mais pas en data, c'est les réseaux grand public. Les réseaux grand public, le GSM, ces applications 3G, 4G ont énormément progressé en France, en tout cas, en débit, en performance, en application. Pas toujours en couverture, malheureusement. On a encore beaucoup de zones blanches en France. Zone blanche, pour vous expliquer, c'est un endroit où aucun opérateur ne peut couvrir la zone où vous voulez téléphoner ou transmettre. Et ça, c'est quand même fou en 2015 de se dire qu'il y a encore des zones blanches en France. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, on a plein de projets de télémédecine, mais or, la télémédecine trouve toute son utilité, que ce soit en médecine d'urgence ou en médecine plus traditionnelle, dans des zones rurales, donc des zones reculées. Or, ce sont ces mêmes zones rurales qui ne sont pas couvertes par les réseaux GSM ou très mal couvertes. Moi-même, j'habite au fin fond de la Normandie, un joli petit patelin avec 175 habitants, donc vous voyez, c'est pas très grand. Hein, et le GSM, je joue à cache-cache avec. Et il y a 3 opérateurs quand même, et il n'y en a pas un qui vient courir chez moi. Donc, c'est un peu frustrant.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se tourne vers une technologie de transmission par satellite, qui était longtemps l'apanage des missions, comme tu le disais à l'instant, en Guyane ou même ailleurs. Je suis moi-même allé installer pour des ONG des réseaux satellitaires un peu partout dans le monde parce qu'il n'y avait rien d'autre. Or, aujourd'hui, on est dans une phase où on doit utiliser le réseau satellitaire au sein même de la France. Je ne veux pas dire que le fin fond de la France, c'est le tiers-monde, non, mais en tout cas, au niveau téléphone, pas loin, des fois quand même. Donc, aujourd'hui, vous avez 3 grandes familles de transmission satellitaire. Vous avez la téléphonie, à travers des réseaux comme celui d'Iridium notamment. Vous avez de la téléphonie et un petit peu de data à travers... Iridium, je n'ai pas d'action chez Iridium ou autre, mais vous avez aussi Inmarsat qui est un petit peu plus performant en data. Et puis vous avez de plus en plus... comme des réseaux satellitaires qu'on appelle les VSAT, qui étaient longtemps l'apanage des chaînes de télé qui vous transmettaient une image. Moi, je me rappellerai toujours le jour où il y a eu l'explosion de l'usine de Toulouse. J'étais en salle de crise au ministère de la Santé, à l'époque, pour les SAMU, et on avait perdu la liaison téléphonique avec l'hôpital de Toulouse, et donc avec le SAMU. Et au même moment, on allume la télé, on voit un type qui vous fait un direct devant la zone où ça a explosé, qui passait sur, je ne sais plus, BFM TV ou je ne sais plus quoi. Alors on était quand même un peu sur le cul et on s'est dit quand même, là, il y a un problème. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt à faire fonctionner la télémédecine partout. Si, maintenant, depuis peu, oui, il y a l'arrivée d'une nouvelle technologie. Alors avant, les moyens satellitaires, donc ce 3e moyen à haut débit, parce qu'il faut du haut débit quand même pour faire de la télémédecine, pour transmettre un certain nombre de paramètres. Il faut du haut débit et c'est vrai qu'on l'a à travers les réseaux 4G maintenant en GSM, et on l'a à travers une nouvelle technologie satellitaire qui est la bande Ka, le KSat, qui est le produit commercial, et qui permet enfin, à des coûts corrects, de transmettre du data de partout. Et nos amis du SAMU de Toulouse, comme les pompiers de la BSPP ou autres, commencent à se doter de ce type de moyens de transmission. Alors Henri Julien, ensuite on ira à José Costa. La transmission ne se fait pas que par téléphonie, par le réseau GSM, peut se faire aussi par fil. Il y a une télésanté qui se pratique d'hôpital à hôpital, qui se pratique de cabinet à hôpital, qui se pratique de cabinet à cabinet, qui se pratique du local de l'infirmier ou de l'infirmière et qui passe par le réseau Internet. Il y a plusieurs tuyaux pour transporter les datas. Il n'y a pas que le téléphone, on n'est pas toujours à l'extérieur ou en situation de catastrophe où il n'y a plus de transmission. Il n'y a jamais de transmission sur une catastrophe, on peut y revenir si vous le voulez. Oui, d'ailleurs, enfin, je donnais cet exemple parce que je le resituais dans le contexte de ce salon, Secours Expo, et donc de la médecine d'urgence ou voire de catastrophe, mais pas effectivement dans la médecine, je dirais, plus sédentaire, où effectivement, là, il y a des tuyaux bien établis qui fonctionnent bien depuis longtemps, tout à fait. Alors Patrick Jourdain, vous vouliez ajouter quelque chose? Après, on ira voir Monsieur Costa. Juste pour bien rappeler quand même que, parce que c'est vrai qu'on est tous très tentés par voir tout ce qui est connectable, connecté, envoyer des données de partout. Il faut séparer ce qui est d'un côté le domaine de l'objet connecté. L'objet connecté, c'est quelque chose qui va envoyer des datas, que ça soit à Cupertino, si vous avez téléchargé vos mises à jour sur certains téléphones, que vous soyez d'accord ou pas, que ça soit vers d'autres éléments, mais qui n'a pas une finalité médicale, c'est-à-dire qui ne va pas sous-tendre une décision médicale dans un parcours de soins. Et donc, en tant que tel, l'objet connecté ne veut pas dire télémédecine. Ça, c'est vraiment un élément important. Télémédecine, en tout cas dans le sens de la définition telle qu'on peut l'avoir en France, mais plus largement en Europe, c'est dans le cadre d'un parcours médical de soins dans lequel vous avez besoin d'une donnée de façon à améliorer la prise en charge de votre patient. L'objet connecté qui va compter votre nombre de pas et vous dire c'est bien, vous avez un nombre de pas, moi j'ai marché 8000 pas peut-être, si j'avais marché 9000, ça n'aurait pas changé ma vie, ce n'est pas un élément de santé. Donc il faut vraiment distinguer les deux parce que ce n'est pas du tout le même modèle et ce n'est pas la même finalité. Et clairement, il faut voir que ce qui fait quelque part l'impression qu'on est toujours un peu lent, c'est que quelque part, on investit de l'argent public. Et que cet argent public, c'est un argent dont on a la responsabilité parce que de l'argent investi ici, ce n'est pas de l'argent investi ailleurs. Et donc, il faut être sûr, dans cet élément de télémédecine, qu'il y a un réel impact sur la santé des patients. Parce que s'il n'y a pas ça, les coûts de structure sont élevés et donc ça veut dire que la télémédecine, ça ne sera pas pour demain, mais ça sera très difficile.
Alors, José Costa, vous êtes le responsable commercial de TPL System qui a participé à l'élaboration d'une ambulance communicante qu'on appelle Ambucom. Qu'est-ce que c'est exactement, très concrètement ? Alors, je vais essayer d'être bref, oui. Parlez bien avec le... Oui, voilà. en quelques phrases, l'idée d'Ambucom, c'est de mettre à disposition des véhicules de premier secours un moyen de communication universel qui permette d'utiliser le vecteur de communication le plus à même de transmettre les données, les bilans patients, les électrocardiogrammes, les ECG, etc., vers le centre de gestion opérationnelle. Comme le rappelait M. Di Giorgio, il y a des zones blanches en France. Aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ce besoin, c'est un consortium d'entreprises qui a géré ce projet et il y a plusieurs participants. Hein. Nous, on est participants pour la partie de radiocommunication, mais il y a un participant pour les outils de télémétrie médicale, etc. Il y a 6 entreprises. L'idée, avant tout, c'est de se dire quels sont les besoins, qu'est-ce que je peux transmettre concrètement en termes, de données, qu'est-ce que je peux faire en pensant à ces applications futures dont nos collègues ici parlaient, c'est-à-dire en termes peut-être de visioconférence, par exemple, pour une auscultation à distance, etc. Quelles sont les possibilités technologiques dont nous disposons aujourd'hui, dont nous disposerons demain, et comment les mettre en œuvre dans un boîtier ou dans un véhicule qui n'aura pas... Pour le secouriste qui intervient, souvent, il n'a pas systématiquement une formation médicale, il a besoin d'assistance. Comment le mettre en œuvre d'une telle façon que ce soit aisé pour lui, qu'il n'ait rien à faire, que tout soit automatisé, pour permettre justement de transmettre tout ça. Donc aujourd'hui, il y a avant tout le réseau Antares qui est déployé en France. C'est un réseau radio. Il a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Il y a également, donc, comme on le disait, l'accès à la 3G, à la 4G, à la LTE à terme. Tout ça, ça permettra des applications réelles de télémédecine. C'est un fait qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec le réseau radio traditionnel, mais qu'on peut envisager à travers un seul outil, tout intégré dans un seul véhicule. Henri Julien, vous voulez intervenir là-dessus ? Ah oui, c'est parce que ça, c'est pas de l'avenir. Hein. C'est pas de l'avenir, c'est du présent. En Roumanie, il y a 40 judettes. Les judettes, c'est des départements. Hein. Il n'y a pas 90 départements, il y a 40 judettes, 40 départements. Eh bien, il y en a 7 qui sont déjà dotés de télétransmission des VSAV et des ambulances, c'est-à-dire que tous les ambulances banales et les VSAV des pompiers sont reliés à la régulation médicale, où à la régulation médicale, ils reçoivent tout ce qui est monitoré, plus des images. C'est-à-dire, quand le pompier dit « on est en train de masser », montre-moi ceux qui sont en train de masser. Alors, ils vont pas assez vite, dis-leur d'aller plus vite. Alors, allez plus vite, parce que, etc. Ou alors, il y a une fracture de jambe. Ah oui, mais elle est ouverte ou fermée ? Ah ben, je sais pas. Ah ben, fais voir. Et on montre, voilà. Ça se fait aujourd'hui. C'est ça Ambucom aussi, ce que ça va permettre ? L'idée d'Ambucom, c'est ça, oui, c'est de permettre exactement ça. Comment ça se fait qu'en Roumanie, ce soit déjà déployé et qu'en France, on en soit encore au... Pourquoi ça roule pas encore en France ? Oui, bonne question. Il y a beaucoup de choses qui ralentissent le développement technologique en France, mais on n'est pas là, je pense, pour débattre de ça. Hein. Non, mais c'est juste de comprendre. Oui, Après, c'est une question aussi de volonté souvent locale, de financement. On en parlait tout à l'heure, monsieur en parlait tout à l'heure, il y a des financements aussi. Tous ces projets souvent se font à travers des déploiements de technologies qui sont assez lourdes en termes d'infrastructure, en termes d'équipements embarqués également. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres priorités dans le passé qui ont freiné peut-être un peu le développement de ces technologies. Je pense que mes voisins seront d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est limitatif aujourd'hui. Ça existe. Nous, en tant qu'industriels, avec le projet Ambucom, on a mené le projet jusqu'au bout et on se rend compte que c'est réalisable dans des coûts relativement raisonnables par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui en termes de communication par transmission satellite avec des équipements lourds qui sont aussi bien moins chers qu'il y a 10 ans en arrière, mais qui restent des budgets de fonctionnement et d'investissement relativement importants. Patrick Jourdain et ensuite Henri Julien. Oui, moi je crois qu'il faut voir quand même qu'il y a un gros effort fait sur la télémédecine, que ça soit sur le plan de la volonté et du travail des différentes agences, parce que
C'est énorme, si vous voulez, parce qu'il faut inventer un nouveau métier, un nouvel élément. Est-ce que sur le plan légal, on peut télétransmettre? Est-ce que la qualité est garantie au patient? Est-ce qu'il a la même sécurité par rapport à ses données personnelles? Est-ce qu'on va pouvoir demander les choses? Comment on va stocker tout ça pendant la durée du dossier médical? Comment ça va s'intégrer dans la prise en charge? Et si, quelque part, on ne commence pas par réfléchir à ces étapes-là, on va avoir un beau gadget qui va sortir, dont on ne saura pas quoi faire. Et ça, on en a tous connu dans nos carrières, des dizaines et des centaines et des milliers. Parce qu'il n'y aura pas ensuite ni le besoin, ni l'indication, ni le suivi. L'autre élément, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements. Si on regarde les sommes qui ont été investies sur la télémédecine, c'est plus de 60 millions d'euros par an. C'est énorme. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, on est en phase où on bâtit l'infrastructure. On est dans l'élément où on se dit finalement, bien sûr, la télémédecine, elle peut s'appliquer à tout. Depuis l'urgence, c'est pour ça qu'on est ici, jusqu'à des éléments sur des maladies chroniques. La question, c'est qu'est-ce qui va être le plus porteur de valeur en qualité de soins pour nos patients et les collègues soignants? C'est ça la question. Et finalement, je crois que le grand moment, c'est de se dire, voilà, maintenant on a l'infrastructure, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On sait qu'il y a une priorité, qu'il y a une volonté. On sait quels sont les besoins. On sait quelles sont les possibilités techniques parce que les industriels ont beaucoup travaillé. Donc on voit un peu vers quoi on va avancer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tous les professionnels de santé se mobilisent pour nous dire j'ai un besoin, j'ai une idée, voilà comment ça s'intègre, voilà avec l'industriel comment ça peut fonctionner. Et après l'idée, c'est d'analyser. Je crois que cette évaluation, elle est nécessaire pour savoir quelle est la valeur ajoutée pour notre système de santé. Parce qu'encore une fois, il y a ce qu'on va voir à la télé, une ambulance, un élément connecté, on montre, c'est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur combien de fractures qu'on a vues avec la photo, on va pouvoir changer la prise en charge. Ce que je veux dire par là, l'important, c'est pas tellement qu'on voit la data, c'est que ça nous fasse changer notre chose. Que votre médecin sache que vous avez de la température ou pas de température, ce qui est important, c'est uniquement s'il a des antibiotiques à vous prescrire. Et donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que ça va changer l'acte médical? Le reste, c'est de la vision. Et donc, ça, de la vision, c'est pas forcément l'élément intégré. Henri Julien, vous vouliez... Non. Francis Di Giorgio, par rapport à ça, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de 25 ans de télétransmission? Oui, comme je l'ai déjà dit, en fin de compte, les tuyaux en mobilité, je précise bien, effectivement, ont bien évolué. On est passé du téléphone portable à maintenant à des outils communicants beaucoup plus numériques qu'auparavant. Mais comme vous le disiez très justement jusqu'à l'instant, il faut que ça serve à quelque chose. En dehors de l'aspect gadget de ce qu'on a tous dans la poche et des quelques applications, il ne faut pas oublier que dans la télémédecine, il y a le mot médecine quand même, effectivement. Et moi, ce qui m'avait choqué à une époque, j'avais fait partie d'un groupe de travail où on travaillait sur l'ancêtre du produit que mon voisin de gauche vous présente aujourd'hui comme étant fonctionnel et opérationnel. On avait, je ne sais plus, il y avait 6 ou 7 médecins autour de la table. Il a fallu une après-midi entière pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les paramètres à transmettre et le taux d'échantillonnage, donc de rafraîchissement, si vous voulez. Pour l'échantillonnage, c'est ma version technique, mais donc le taux de rafraîchissement entre l'oxymètre, entre le CG, entre tout, parce qu'il fallait prendre un entonnoir pour que ça rentre dans le tuyau. Et une après-midi, à 6 personnes autour de la table, et de souvenir, je ne suis pas sûr qu'on avait tout à fait réussi à avoir un consensus. Donc, il y a un problème, si vous voulez, de consensus, d'une part, et il y a un problème aussi de normalisation entre les capteurs biomédicaux des différents industriels qui veulent garder leur clientèle captive et qui font tout ce qu'il faut pour que ce ne soit pas communicant avec leurs concurrents. Donc, tant qu'on en restera ce genre de choses et que les organismes n'obligeront pas à une normalisation des interfaces, eh ben, on restera à l'âge de pierre ou à peine plus dans ce domaine-là, quoi. Oui, on voit qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir. Vous nous avez amené un boîtier, une mallette, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire et montrer au public ce que c'est? C'est le prototype Ambucom, au prototype qui aujourd'hui va être Alors, montrez-le si vous testé voulez par bien le les montrer. sapeurs-pompiers. Voilà à quoi ça ressemble donc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc cette machine est intégrée à l'intérieur du véhicule de premier secours et elle intègre toutes les technologies qui sont éventuellement disponibles aujourd'hui sur le marché selon les contrats que peuvent avoir les SAMU ou les SDIS en région. Donc ça intègre Antares, ça intègre de la 3G, de la 4G et dans le futur ça intégrera aussi
de la LTE, c'est prêt pour. Ensuite, le rôle du boîtier, en fait, c'est une espèce d'intelligence logicielle qui va déterminer, en fait, sur le moment de réception et de transmission, quel est le meilleur vecteur pour transmettre surtout les données vitales, les bilans patients, les ECG et toute information médicale qui sera utile au centre de gestion opérationnelle pour prendre des décisions, pour décider si le patient doit être évacué, pour décider s'il a besoin de voir le patient en visioconférence en direct. Et je tiens à apporter une petite précision à ce qui a été commenté par M. Di Giorgio. Aujourd'hui, le partenaire qui s'occupe des équipements médicaux dans le projet Ambucom a écrit un protocole dédié à Ambucom qui permet aux autres fabricants de matériel de mesure médicale sur le terrain, de communiquer aussi avec un protocole commun. Donc aujourd'hui, ce sera prêt, ce sera opérationnel. Comment ça va fonctionner? Les utilisateurs, eux, ne verront pas la machine. Elle sera intégrée dans la carrosserie. Eux, ils auront juste une interface qui sera ou une tablette, comme celle-ci, une tablette durcie, où ils pourront recevoir leurs ordres de départ, ils pourront envoyer leur statut, ils pourront saisir leur bilan patient, ils pourront prendre des photos, éventuellement de la vidéo et le transmettre. Après, on parlera éventuellement du cadre légal de transmission de ces informations. Et ils pourront faire de la visioconférence, par exemple, avec un médecin directement en centre opérationnel. L'idée, c'est avant tout de répondre à la vacuité par endroit ou du service Antares ou du service de télécommunication 3G, 4G ou LTE. C'est de fournir, quel que soit l'endroit, on essaye, en tout cas, vu les maillages de couverture, quel que soit l'endroit, toujours une possibilité de transmission, qu'elle soit faible à travers le réseau Antares ou de très bonne ou très haute qualité à travers les réseaux 3G, 4G ou LTE. Patrick Jourdain. Alors, vous voyez là, ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'on voit bien la différence entre l'objet connecté banal qu'on pourrait acheter, nous, un peu partout, et la qualité de ce qu'on demande. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où vous avez une décision médicale à prendre, comme vous le savez, moi je suis médecin, j'ai fait aussi pas mal d'urgences, eh bien, quand il y a une décision médicale, on doit être sûr de notre décision médicale. Et si on se base sur des données qu'on a, ces données, elles doivent être sûres. Imaginez, vous réanimez quelqu'un et les données du monitoring que vous avez sont fausses. Ou on vous dit, vous avez la saturation à plus ou moins 10%, mais vous inquiétez pas. Ou on vous dit, vous avez une fréquence cardiaque, mais le taux de rafraîchissement, c'est toutes les 5 minutes. Vous doutez bien qu'on ne pourrait pas faire grand-chose. Et c'est ça la grosse différence. Et c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est compliqué, et des fois, c'est pour ça que c'est cher. C'est parce qu'on veut un matériel où on ait la même qualité médicale, la même qualité de service rendu que ce qu'on aurait dans un hôpital. C'est ça qu'on veut finalement. C'est que nos patients, ce n'est pas parce qu'ils soient en zone sous-dense qu'ils soient sous-traités. Et donc la télémédecine, c'est d'abord une médecine de qualité. Simplement, c'est de permettre que cette qualité, elle puisse être apportée au plus grand nombre. Je ne dis pas demain matin à tout le monde, mais au plus grand nombre. Et c'est vrai que ça, c'est du travail, parce que vous le savez bien, dans l'urgence, dans la réanimation, c'est pareil. Sur les 100 premiers patients à traiter, les 99, c'est les plus faciles. Le dernier, il nous prend autant de temps que les 99 premiers. Alors, Henri, Julien, moi j'ai envie de mettre les pieds dans le plat avec vous, parce que quand on a préparé cette conférence, vous m'avez parlé de la Russie, vous m'avez parlé du Sénégal, où il y a des choses très concrètes en télémédecine qui fonctionnent aujourd'hui, et on a l'impression qu'en France, et c'est ce qu'on dit un petit peu depuis tout à l'heure, on traîne un peu la patte, c'est pas encore... Alors, est-ce que c'est un problème d'argent ou est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en nous-mêmes, tous, chacun? Pendant ma vie professionnelle, qui a duré un certain temps et qui continue de durer, je me suis aperçu d'une chose, c'est que c'est la technique qui fait changer les mentalités. C'est-à-dire, c'est l'acquisition d'une technique, c'est l'arrivée du téléphone qui a bouleversé nos portables, là, le petit, qui a bouleversé nos habitudes. C'est l'ordinateur, c'est le défibrillateur semi-automatique. Tout ça, ça a changé nos habitudes. Il a fallu s'adapter. Voilà. Les techniques et les moyens de télémédecine obligent un peu au même changement d'habitudes professionnelles. Et ça, vous savez que les personnels de santé n'aiment pas trop changer leurs habitudes professionnelles. C'est bien clair. Il y a d'autres aspects aussi. C'est que c'est un travail, donc il faudrait qu'il soit rémunéré. Si j'étais médecin libéral, je vous dirais, écoutez, vous me faites faire des consultations, mais est-ce que vous me les payez? Non. Alors, vous comprenez, je n'ai pas trop envie de faire des consultations gratuites, moi, parce que, voilà, si vous voulez, bon, il y a le problème. Qui paye?
paye qui, celui qui a donné la téléconsultation, celui qui a consulté. Bon, tout ça, il faut changer. Alors vous me poussez à vous parler du Sénégal et de la Russie. Il se trouve que j'ai travaillé dans un groupe OTAN sur la télémédecine, des applications de la télémédecine. Et en particulier, il s'agissait de réfléchir comment il fallait organiser la télémédecine sur des champs de bataille ou sur des endroits qui étaient un petit peu isolés, où on envoie soit des militaires, soit des civils. Et donc, on a travaillé un peu sur ces sujets. Et on a travaillé avec les Russes d'abord, puis ensuite avec les Sénégalais, où on s'est aperçu que les Russes avaient un système de maintenance de la médecine dans des zones reculées. Et Dieu sait s'ils ont des zones reculées. Ils ont des endroits où les gens habitent, voilà. Avec un système qui est un camion. Il y a un camion. Sur le toit du camion, parce que, évidemment, alors, la Russie est un pays qui a accès à l'espace. Donc, ils ont des satellites, donc ils ont des réseaux satellitaires. Donc, ils ont sur le haut du camion un petit déflecteur, là, et puis branché sur le satellite. Et dans le camion, ils mettent, on va dire, un infirmier. Et cet infirmier parcourt la campagne. Et puis, il va à droite, va à gauche, et puis s'arrête, ouvre sa porte, et les gens vont consulter. Voilà. Et alors, même chose qu'en Guyane, c'est-à-dire qu'il y a tous les instruments, le monitorage, y compris l'échographie. Et donc, elle interroge, et dès que cette personne, c'est souvent une femme, dès qu'elle se sent un peu coincée, hop, elle rentre en contact avec un centre de téléassistance, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, où un médecin va l'aider à compléter le diagnostic, entre guillemets, et puis faire la prescription. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va faire la prescription, c'est le médecin qui a besoin d'une prescription. Et donc, c'est le système qui est en place pour couvrir les grands espaces sibériens, etc., en Russie. Bon. Alors, mais ils ont des officiers de santé, nous, on n'en a pas. Ils ont des niveaux d'exercice de la médecine, il n'y a pas de médecins libéraux, c'est tous des médecins fonctionnaires, etc. Et alors, quelle a été notre surprise de voir que nos amis sénégalais, qui avaient à peu près le même problème, et qui étaient sûrement entrés en contact avec les Russes, eh bien, ont employé le même système pour couvrir le Sénégal. Et comme je consulte là pour la Côte d'Ivoire, on me demande s'il y a quelques petits conseils pour le Togo et le Burkina Faso, je leur dis, mais regardez ce qui se passe au Sénégal. Vous voyez qu'avec un abonnement satellitaire, parce que le Sénégal n'a pas de satellite, hein, ils payent, un camion, etc., ben, on arrive à faire de la présence médicale. Alors, est-ce que ce serait de la présence médicale supportable en France par nos populations dans des zones défavorisées? Est-ce qu'ils supporteraient ça? Je ne sais pas. Mais où on voit que la technique fait avancer et le besoin fait avancer, quoi. Ça, c'est clair. Et nous, en France, on a la technique et on n'a pas forcément, peut-être pas encore pris bien conscience du besoin. Je ne sais pas. Justement, Patrick Jourdain, est-ce qu'il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière à un moment donné pour faire ce pas supplémentaire qui nous manque? Non, mais je crois que le but, c'est pas d'écraser les fourmis, c'est de leur permettre d'étendre la fourmilière, j'allais dire. Moi, je crois que là, actuellement, il y a vraiment eu toute une phase très, très longue, hein, et je crois que je dois rendre hommage à mes voisins, hein, parce qu'il y a eu tout ce travail de fond pendant une vingtaine d'années, moi je dirais jusque-là, sur cette télémédecine et toutes les phases qui vont nous permettre d'avancer un peu, comme ça a été l'apparition de l'échographie, comme ça a été, j'allais dire, l'apparition du stéthoscope, moi je le vois comme ça. Hein. Et très clairement, là on est à un tournant. Et je crois que ce qui est très important, c'est que grâce à tout ce travail fondateur, eh bien, on a une phase où on va arriver, en France aussi, à des phases d'expérimentation à très grande échelle. Grâce à la loi de financement de la sécurité sociale de 2014, il y a des expérimentations qui vont débuter en France, qui vont cibler des maladies chroniques, parce qu'on sait que c'est un élément clé dans la prise en charge de nos patients, que ce soit sur leur phase aiguë ou leur phase chronique. Et là, très clairement, je veux dire, on ne va pas être dans la petite chose, on ne va pas être dans le truc local, on va être dans un élément à l'échelle de 9 régions françaises. Et donc, quelque part, c'est maintenant qu'il faut se poser la question et se dire... Moi, je veux soigner différemment mes patients, je veux donner toutes les chances. Évaluons ce que nous faisons sans a priori. Et simplement, là maintenant, on va pouvoir le faire parce que tout le travail de fond
a été fait pour nous permettre d'avoir le terreau fertile pour justement développer la fourmilière. Alors, Julien, après Francis Di Giorgio. Surveillance du diabétique, surveillance de l'insuffisance cardiaque, surveillance des post-AVC. Je veux dire, il y a tout un secteur de la médecine là, où il y a un investissement du ministère de la Santé qui est non nul, hein, qui est vraiment ça, qui est même important. Voilà. On espère que ça va aller assez vite. Alors, Francis Di Giorgio, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé encore, c'est la question de la sécurité. Parce que qui dit transmission de données dit possibilité de hacking et de détournement et de tout ce qu'on veut. Donc, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur la sécurisation de ces transmissions pour pas que demain, quelqu'un vienne pirater le faisceau, etc. Le problème de la sécurité, en fait, il n'est pas toujours dans les tuyaux. Il est dans l'application. Vous utilisez tous des systèmes informatiques sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, à travers votre téléphone, à travers vos ordinateurs, à travers tout ça. Et en fin de compte, vous avez des niveaux de sécurité très différents qui sont résidents dans l'application. Donc le tuyau, c'est de la plomberie en technologie plus moderne, c'est tout. Le tuyau, à part s'il fuit, hein, dans ce cas-là, bon, effectivement, il y a un problème de sécurité, mais il est traité par des mécanismes de cryptage, bien évidemment, qui garantissent le secret médical à partir d'un certain niveau de cryptage. Et ça, la plupart des industriels l'ont bien pris en compte depuis très longtemps. Il y a deux types de sécurité. Il y a la fuite d'informations et il y a l'intrusion dans un réseau. Hein, donc, se protéger de l'intrusion, on sait très bien le faire. Se protéger de la fuite d'informations, on sait peut-être moins bien le faire dans les tuyaux, mais c'est pas grave si elle n'est pas exploitable. Si elle n'est pas exploitable ou si elle n'est pas exploitable dans un délai correct. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes de cryptage qui mériteraient, avec le plus puissant des ordinateurs en permanence, des années, des dizaines d'années de calcul pour pouvoir exploiter l'information qui est transmise. Donc, au bout de quelques années, l'information, elle est inutile, elle a perdu son intérêt. Donc, je ne suis pas très inquiet sur la sécurité de ces systèmes. Les industriels savent très bien le maîtriser. Et je pense que la société TPL ne démentira pas ce que je dis. Le problème, si vous voulez, moi qui m'inquiète plus, c'est le stockage. Le stockage aujourd'hui, qui ici dans la salle n'a pas eu un problème avec son disque dur sur son ordi, hein? Tous, on l'a peut-être, hein, ou alors vraiment il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont de la chance, il faut qu'ils jouent au loto. Hein, parce qu'on a tous eu des pertes de données, on a eu des crashs de disques, etc. Or aujourd'hui, on confie des données personnelles, des fois confidentielles, à des prestataires dont on maîtrise mal le niveau de sécurisation, la redondance, etc. Dans le milieu professionnel, dans le milieu médical, notamment avec le DPS, le dossier partagé, est un vrai problème aujourd'hui parce que tout ce stockage de données sont souvent faits par des prestataires et il n'y a pas toujours un vrai cahier des charges là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez me démentir, mais pour moi, je suis plus inquiet sur le stockage des données et leur conservation à long terme et leur pérennité, en fait, que sur leur transmission. C'est pour ça qu'il y a un gros travail avec l'ASIB Santé. Et vous voyez, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que avant de lancer, j'allais dire, le gadget miracle télévisuel, il y a vraiment toutes ces données-là qu'il faut absolument connaître de A à Z. C'est-à-dire que je dis toujours, vous voyez, c'est facile de lancer la bicyclette. Envoyer une expédition sur la Lune, c'est différent. Et là, on est dans ce domaine de complexité-là, quelque part. Et c'est vrai que, pour faire une petite analogie, imaginez si vous aviez stocké votre vie sur des disquettes souples des premiers Mac, et que maintenant, vous vous dites, tiens, je voudrais bien récupérer les données. Voilà, c'est ça, parce que ce qu'on veut, c'est stocker les données, pas pendant 2 ans, hein, c'est pendant 20 ans, 30 ans. Imaginez, on stocke des données d'enfants, par exemple. Et puis 20 ans après, il faut revoir. Moi, je m'occupe pas mal de cardiopathie congénitale. C'est un vrai souci. Et donc, c'est pour ça que quand on me dit on est lent, je dis non, on est prudent et efficace. Et surtout, on sécurise nos patients. Alors, avant de passer donc aux questions du public, dans 2-3 minutes, j'ai 2 questions à vous poser à tous. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à répondre. On commencera avec vous, José Costa. La première question, c'est est-ce que vous n'avez pas peur que la télémédecine déshumanise finalement l'action des secouristes ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là au final ?
Bon, je pense pas, au contraire. Je pense que c'est justement un vecteur qui va permettre à tous les gens qui sont sur le terrain, qui parfois n'ont pas de formation médicale très avancée, d'être plus en sécurité dans leurs interventions parce qu'ils auront, ils auront derrière eux des professionnels de santé formés, que ce soit par télétransmission ou par voix uniquement, qui pourront les appuyer et leur apporter les conseils nécessaires justement à la réalisation de leurs tâches concrètes sur le terrain. Je pense que c'est un pas en avant colossal d'ailleurs dans ce sens-là. Et on se plaint, je vais faire un petit raccourci rapide quand même, on met en exergue ici et partout ailleurs des initiatives par exemple de télétransmission au fin fond de n'importe quel pays un peu éloigné, etc. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont aucun tuyau. La nécessité de la télétransmission, de la télémédecine chez ces gens-là, elles viennent du fait de leur latence au niveau de l'infrastructure. Nous, on a une chance terrible en France. On a une chance terrible en France, c'est qu'au niveau des infrastructures, c'est toujours perfectible, mais on a justement beaucoup investi, beaucoup travaillé pour permettre justement d'avoir une redondance partout sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est important de faire ces pas. Ils doivent être faits avant tout pour définir le cadre. Ils doivent être faits par les médecins, par des juristes, pour définir le cadre aussi. On quid des transmissions d'images et de données d'un patient. Et ça aussi, c'est un autre niveau. Mais je pense qu'au niveau humain, c'est un pas colossal qu'on est en train de faire et que la télémédecine va permettre justement de faire des transmissions d'abord de qualité, mais surtout de la médecine de qualité à terme. Alors Patrick Jourdain, ensuite Francis Di Giorgio. Moi, comme je dis souvent à mes jeunes internes, je leur dis la télémédecine, c'est quoi en un mot? C'est vous ne serez plus seul. Et quelque part, moi, je me souviens de mes premières interventions. J'aurais bien été content quand j'ai découvert que j'avais le bip. Ça fait pas si longtemps que ça, c'était en Ile-de-France. Première fois que j'ai découvert que j'avais le bip à 18h et qu'on m'appelle à 18h10 pour ma première intervention. Eh ben, je peux vous assurer que j'avais le bouquin à feuilleter rapidement sur le chemin d'arrivée jusqu'au patient. J'aurais préféré avoir un collègue, ne serait-ce que par téléphone ou par vidéoconférence. Francis Di Giorgio. Oui, alors ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que pour avoir passé plus de 25 ans avec des professionnels de santé dans les SAMU, depuis 2 ans que je suis à la retraite, je pratique beaucoup plus maintenant pour occuper un peu mon temps et continuer et pas perdre le contact au sein d'une association de secouristes. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris de voir l'évolution qualitative que peuvent avoir les secouristes de par la formation qu'ils reçoivent. Et aujourd'hui, on a des secouristes, souvent bénévoles, qui sont extrêmement pointus dans ce qu'ils font, dans leur travail. Et moi, j'ai quitté le secourisme quand j'étais adolescent, et puis je le retrouve plus de 30 ans après, avec une évolution extraordinaire. On est passé j'ose pas dire du bricolage il y a 30 ans, à vraiment un travail quasi pro aujourd'hui. Alors, par contre, ces secouristes, je les côtoie souvent parce que j'aime bien comprendre le besoin pour pouvoir ensuite concevoir les outils qui seront à leur disposition. Je m'aperçois qu'ils sont un peu désorientés des fois face à des cas assez graves. Et c'est là où la télémédecine, dans le domaine de l'urgence, dans le domaine des secours, trouvera toute son utilité parce qu'en fin de compte, ils vont avoir le médecin qui n'est pas à côté d'eux peut-être, mais pas loin, virtuel, pour utiliser des mots le e-médecin, pour utiliser des mots à la mode, qui va les sécuriser, qui va analyser, qui va leur donner des directives extrêmement adaptées à la pathologie de la victime, dans un cas bien précis et totalement adapté. Et je crois que c'est ce qui va permettre aux secouristes d'aujourd'hui, de ces associations qui sont de plus en plus actives et qui collaborent de plus en plus avec les SAMU, avec les pompiers, de les amener à un niveau professionnel qui leur manquait, quoi. Alors Henri Julien, ça humanise plus que ça déshumanise alors finalement? Ah non, ça humanise clairement, je veux dire. Et en situation normale d'exercice, et encore plus en situation exceptionnelle, où le pauvre secouriste dans la montagne ou au fond du canyoning, qui est déjà pas tranquille parce qu'il est tout seul, on l'a dit tout à l'heure, et bien là, il va avoir un appui qui n'est pas que psychologique. Non. Moi, je pense que ça va renforcer. Le problème n'est pas là. Le problème, et s'il y a problème, il est dans la responsabilité. C'est un autre sujet, mais
qui est responsable d'un acte qui est pratiqué par quelqu'un sur le terrain, alors que cet acte a été décidé ou conseillé par quelqu'un qui n'y est pas. Voilà. Alors, quelquefois, avec toute une chaîne de décisions. Et c'était le problème du régulateur, du médecin régulateur au SAMU qui fait faire aux pompiers quelque chose. Alors là, on a affaire à 2 structures d'administration. Alors ça va, la responsabilité, on voit, elle est d'État de toute façon. Mais si c'est un individu, là, que devient la responsabilité? Qui est responsable vraiment? Et c'est devant tranché quoi, justement etc. cette question? Alors, oui, pour moi, c'est assez bien réglé par la jurisprudence. C'est d'ailleurs que les juges savent très bien faire la part des choses. S'ils ne le savent pas, ils prennent des experts qui viennent les conseiller. Mais ils voient bien la part des choses. Donc là, peut-être, il y a un problème de mise en responsabilité, en tous les cas, par télé-exercice, on va dire. Mais à tout coup, ça renforce si vous voulez, la capacité d'action et en même temps que sa sécurisation, hein, si je puis dire, de celui qui se trouve tout seul. Oui, ça c'est tout à fait évident. Ça va dans le sens de l'humanisation. En tous les cas, moi, c'est mon impression. Francis Giorgio, après Patrick Oui, je Jourdain. voudrais juste appuyer ce que tu dis, c'est que en fin de compte, je mets en place actuellement un nouveau réseau radio pour nos secouristes à l'Ordre de Malte, et quand je leur ai dit qu'on enregistrait toutes les communications, ils m'ont regardé avec un œil un peu suspicieux. Je leur ai dit non, c'est une protection pour vous, c'est la traçabilité de votre intervention, l'horodatage, l'enregistrement, c'est tout ça, ces aspects médico-légaux qui sont incontournables dans le professionnalisme et qu'on n'a jamais appliqué chez les secouristes. Et j'essaie justement de les amener à un niveau professionnel pour que les organismes qui les utilisent puissent trouver le même niveau de qualité et de traçabilité sur leur intervention. Pour conclure. Tout à fait, effectivement. Et on voit que c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle la téléexpertise. C'est-à-dire, moi, je ne suis peut-être pas un spécialiste de ce que je suis en train de prendre en charge. Là, je vais appeler un collègue. Et pour l'instant, c'est ce qu'on fait par téléphone. On envoie le téléphone, la ville, etc. Sauf que là, il n'y a aucune sécurisation. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Qui a décidé de quoi? Et donc, on dit finalement que la télémédecine apporte une qualité de soins aux patients. Je crois aussi qu'il apporte une qualité de pratique aux soignants. Parce que là, clairement, il sera bien établi qui a dit quoi, qui a fait quoi. Ça ne sera pas l'avis à un ami, ça sera une véritable démarche médicale conjointe. Et je crois qu'avec le changement de notre mode d'exercice, où avant on était un peu en individuel chacun, actuellement on développe nos modes d'exercice conjoints. Je veux dire, ce qui est super bien, et on le voit bien dans cette table ronde, c'est l'interaction entre les gens. Parce qu'on a toujours à apprendre les uns des autres. Simplement, si on veut apprendre en toute confiance, il faut que derrière, il y ait un élément qui dise qui a fait quoi. Bien, on va prendre les questions du public. Est-ce qu'il y en a? Oui. Je vous amène le micro, ne bougez pas. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis ambulancier sur Nantes. Juste pour vous informer, on est en essai là depuis quand même quelques temps, maintenant 5 mois. Avec ce qu'on appelle les lunettes connectées, vulgairement les Google Glass. Nous étions la première entreprise française, c'est la société AMA de Rennes qui développe la partie médicale pour le national. Effectivement, on avance doucement, mais c'est quand même quelque chose d'important, on le voit bien sur certaines pathologies. Là, nous sommes vraiment les yeux et les mains du médecin régulateur, sur des transports infirmiers interhospitaliers, l'infirmier est en contact avec le médecin, et même sur l'ambulancier, on prend une urgence à 30 km d'un SMUR, etc. C'est réconfortant, je crois réellement que l'avenir est là. La télétransmission, effectivement, des électros, tout ça, ça commence à faire ça fait un certain temps que ça existe. Mais vraiment, les lunettes, c'est quelque chose d'important, surtout que nous, en tant qu'ambulanciers, nous sommes que 2 dans un véhicule. Là, ça nous permet d'avoir les mains complètement libres dans nos gestes, d'avoir une écoute, puisque l'audition n'est pas audible pour les patients, pour le patient autour. C'est vraiment un super système. Je crois vraiment que l'avenir, il est là. Vraiment. Merci pour votre témoignage. Alors du coup, ne bougez pas parce que juste après, on va parler des drones et aussi des Google Glass, des tablettes connectées, etc. Donc, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonjour, Maxime Blas, je suis chef produit chez un fabricant français de défibrillateurs, il n'y en a pas 36, donc ce sera facile à identifier. J'ai une question, j'en ai même deux. La première question peut-être plutôt à Monsieur Costa. Alors, très bien, le projet Ambucom est très bien, que je connais depuis quelques temps déjà. C'est très bien d'avoir une solution de communication universelle, j'irais, pour les ambulances, surtout pour les zones blanches, tout ça, je suis d'accord. Est-ce que vous avez aussi une solution pour résoudre la télécommunication au chevet du patient? Maintenant, si on est au 18e étage, que l'ambulance est en bas, je ne suis pas sûr qu'on ait une solution de communication. Est-ce que le projet Ambucom résout aussi cette problématique-là? En partie, oui, puisqu'on peut créer grâce à la tablette, grâce au BUC, le boîtier universel communicant, une bulle Wi-Fi autour de l'ambulance. Donc la portée du Wi-Fi, elle va dépendre de l'environnement, effectivement, mais disons que dans un rayon aux alentours de 90-100 mètres, on arrive à avoir des communications entre les outils et la partie de télétransmission. Au-delà de cette configuration aujourd'hui, c'est difficile, on ne sait pas faire. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, il n'y a pas que la distance, il y a le type de bâtiment, il y a le type de vecteur qui va être utilisé pour la transmission ensuite. Si c'est pour de l'électrocardiogramme, il vaudrait mieux faire avec de la 3G et de la 4G qu'avec de l'Antares. Mais bon, s'il n'y a pas de 3G, 4G sur le moment, c'est compliqué aussi. Donc ça veut dire que ça va être une émission Antares très longue. Bon, il y a des possibilités. Aujourd'hui, on n'a pas réponse à tout. On essaie de répondre point par point d'abord aux problèmes de communication et de connectivité de l'ambulance sur le terrain. Mais il y a une bulle Wi-Fi qui peut être créée pour permettre aux outils de se connecter par Wi-Fi ou par Bluetooth à travers du TPH 700 Antares. Ok, très bien, merci. Et deuxième question, alors peut-être à vous, à M. Didurgeau, je ne sais pas. Vous parliez avant d'un protocole de communication qui permettrait de vous interfacer, de nous interfacer avec vos équipements à vous. Ça, encore une fois, c'est très bien aussi. Mais la question que j'ai surtout, c'est est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a un groupe de travail, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, je ne parle même pas de l'échelle mondiale, qui permettrait d'avoir une sorte de normalisation de communication vers des équipements de type défibrillateur moniteur pour transmettre ce type de data, un bilan, des constantes, un ECG, tout ça, mais sur format standardisé. Parce que vous comprenez bien qu'en tant qu'industriel, moi je représente maintenant un industriel, c'est très compliqué d'intégrer un protocole par pays si c'est pas un protocole par constructeur, quoi. Je veux dire, c'est un truc, c'est impensable. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une certaine standardisation, comme ce qui a été fait d'ailleurs en intra-hospitalier. D'ailleurs, je veux dire, tout ce qui est dossier médical numérique en intra-hospitalier, ça a beaucoup évolué dans certains pays européens, notamment en Allemagne, en Europe du Nord et aux USA aussi, parce qu'il y a eu le HL7, parce qu'il y a eu le DICOM pour l'imagerie. Tout ça, ça a permis d'avancer peut-être plus vite aussi. Donc est-ce que dans le pré-hospitalier, il y a déjà un travail comme ça qui est fait, pas à l'échelle française du coup, mais plutôt à l'échelle européenne? À l'échelle française, ça a déjà été compliqué parce que, comme vous le rappeliez, vous êtes un industriel, donc vous avez votre protocole que vous avez développé vous-même pour faire communiquer votre outil. Chaque industriel, souvent, développe son propre protocole. J'imagine que le vôtre n'est pas compatible avec ceux de vos confrères. Donc, ce qu'on a essayé de faire à travers Ambucom, à travers le partenaire qui fait partie du consortium Ambucom, c'est d'ouvrir une ligne, entre guillemets, de protocole ouvert sur lequel chacun pourra venir écrire sa petite partie pour être récupéré par Ambucom et transmis ensuite de manière sécurisée. Vous parliez de l'étranger. Je ne peux pas vous en dire beaucoup sur l'étranger. Ce que je peux vous dire, c'est l'intérêt, par exemple, de ce genre de solution, puisque TPL System, comme vous le savez, on travaille dans plusieurs continents. Le projet Ambucom, en particulier, intéresse très fortement des pays comme l'Autriche, l'Espagne, l'Afrique du Sud, avec qui on est en contact. On avance beaucoup, parce qu'ils y voient enfin une résolution à la première problématique de la télémédecine, c'est-à-dire trouver le bon vecteur de communication au bon moment. Après, les protocoles, on est dans la même situation. Nous, on est fabricants aussi. On a des protocoles de communication qui, parfois, sont dits propriétaires ou pas compatibles avec nos confrères. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau de la standardisation européenne, pour les télécommunications, c'est assez facile parce qu'on a un organe régulateur qui s'appelle l'ETSI, auprès duquel on peut déposer notre standard de télécommunication et faire adhérer nos confrères.
dans la partie médicale, je ne saurais pas vous répondre. Je pense que là, c'est M. Di Giorgio qui pourra vous répondre, peut-être. Oui, je voudrais juste ajouter un petit commentaire là-dessus. C'est que le cas de la France est un peu particulier parce que la France a fait le choix d'un réseau radio pour les services pompiers et SAMU qu'on a appelé Antares, qui est sur un réseau qu'on appelle l'INPT et qui est un système franco-français. On a fait un protectionnisme qui est peut-être certainement louable, mais qui a le gros inconvénient, c'est qu'il repose sur un système qui n'est pas normé. Alors que tous les autres pays utilisent la technologie Tetra, qui elle est normée, qui est interopérable entre les constructeurs, et sur lequel les interfaces de communication sont ouvertes et connues, et non pas verrouillées par le constructeur, que je ne citerai pas. Donc c'est pour ça qu'on est obligé en France d'avoir recours à des entreprises telles que TPL pour faire, sur la base d'un cahier des charges, un boîtier interface, un genre de modem amélioré multi-tuyaux, parce que justement il faut marier des systèmes qui n'ont pas les mêmes normes au niveau des capteurs et au niveau du réseau des tuyaux radio. Donc, alors que j'ai vu fonctionner sur des systèmes Tetra en Suède notamment et en Belgique, des systèmes avec une interface extrêmement légère, parce qu'en fin de compte, on était dans le monde IP, et que dans le monde IP, on arrive à faire de très belles choses uniquement par des lignes d'écriture de soft. Donc là, vous êtes typiquement dans le cas d'un système franco-français. On a fait le Concorde, on a fait le France, on a fait plein de choses comme ça. Alors, je vais prendre une dernière question avant de passer au drone. Une question rapide, une réponse rapide, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si elle va être rapide, elle va être polémique. Patrice Laya, je suis journaliste. On a évoqué plusieurs fois Antares. Donc, hier, j'ai participé à la présentation du rapport de la Commission des finances du Sénat, qui nous annonce que Antares, qui aujourd'hui a coûté 156 millions d'euros, pour simplement sa mise à niveau, il faudrait ressortir entre 150 et 200 millions d'euros, simplement pour le mettre à niveau, ce qui ne veut pas dire qu'il répondrait aux attentes des utilisateurs. Alors, je voudrais avoir le point de vue des professionnels dans ce domaine. Une deuxième petite question. On fait la course au tuyau, à la largeur du tuyau, au débit du tuyau. C'est une question de profane, là. Dans télémédecine, c'est surtout les images qui pèsent lourd. Pourquoi est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits sur la compression d'images ? Alors, pour répondre à votre première question, je dirais que ce que vous annoncez ne m'étonne pas. Ça fait plus de 20 ans que je dis que Acropole d'abord, puis l'INPT, puis Antares, c'est un système qui était obsolète à sa naissance. Donc ça ne m'a pas valu toujours des compliments de certaines autorités, mais tant pis, je maintiens et je persiste, et je l'ai écrit. Le système Antares est un système propriétaire d'un constructeur, et bon, on a fait du protectionnisme. Après, ce sont des choix politiques, ce ne sont pas des choix techniques. Moi, à l'époque, j'avais fait une étude pour le ministère de la Santé sur l'opportunité des SAMU à passer sur ce qu'on appelait encore Acropole à l'époque, avant que ça s'appelle INPT et Antares, et j'avais donné un avis technique négatif. Bon, les choix ont été quand même maintenus, donc voilà. Donc la politique l'a emporté sur la technique, et aujourd'hui, nos amis pompiers, nos amis médecins de SAMU sont obligés de faire avec un système obsolète sur lequel il va falloir encore remettre de l'argent, qui va faire bien fonctionner une entreprise qui est le seul fournisseur. Donc, si vous lisez le rapport Vogel qui est sorti il y a peu de temps, asseyez-vous avant, parce que vous saurez où partent vos impôts. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième, pardon, les compressions d'image, oui, c'est ça. Compression d'image, on sait faire de très belles choses en compression d'image, que ce soit photo ou vidéo, et les gens qui font du news télé le font très bien. La seule différence, c'est que j'avais soumis à une époque des photos de compression d'image transmises par un réseau radio, pas par Antares, mais par d'autres types de réseaux radio, et on arrivait à de très belles images à l'arrivée, sauf que quand j'ai fait voir à un médecin, il m'a dit: c'est joli ta photo, c'est presque artistique, mais j'arrive pas à voir la colorimétrie de la peau, la dilatation des pupilles, il n'y a pas assez bonne résolution. Donc c'est pour ça que je suis très réservé sur la transmission d'images et sur l'usage des Google Glass. J'écouterai ce qui se dira tout à l'heure avec beaucoup d'attention, mais je suis un peu réservé parce qu'on n'est plus dans le domaine du gadget comme vous le disiez à l'instant. On est dans le domaine d'un outil professionnel et qui se doit être qualitatif. Or, compression et qualité d'image, ça n'a jamais été ensemble. Oui. Très rapidement. Très rapidement, juste pour répondre rapidement à monsieur. Il y a aussi un cadre
un cadre réglementé qui concerne les communications radio, qui est dicté par l'ETSI. Donc c'est un espacement de canal, c'est des fréquences. Tout ça, ça conditionne la qualité et la quantité de données qu'on peut transmettre. Et ça conditionne aussi tout ce qui est l'infrastructure autour de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Antares, c'est peut-être pas la meilleure technologie, ça a été la première technologie numérique en radio. Elle a le mérite d'exister. Aujourd'hui, migrer à une autre technologie, c'est réinvestir des sommes colossales aussi dans toute une nouvelle infrastructure. Parce que la technologie radio, c'est une chose. Il y a des espacements de canaux, il y a des technologies radio fantastiques, comme le disait M. Di Giorgio, mais après, il faut se demander si réinvestir à nouveau là-dessus, c'est pertinent, en sachant ce qu'on a déjà investi par le passé. Et la qualité de transmission d'images, après, ça ne se fera jamais de toute façon à travers des réseaux radio, ni même à travers des réseaux tétra classiques. Il faudra attendre la LTE professionnelle pour ça. Tout à fait, ouais, c'est ce que je voulais dire. Je vous renvoie à l'exposé que j'ai fait l'année dernière sur ce même salon, sur le LTE et l'avenir. Si, je crois qu'il est encore disponible en ligne. Il est en ligne sur YouTube. Donc, tout à fait. et vous verrez que l'avenir, il est là. Et l'avenir, il est aussi sur les opérateurs virtuels de GSM qui pourraient nous offrir un réseau immédiatement opérationnel en LTE, c'est-à-dire en 4G professionnel, en virtual network. Bien, merci à tous. Merci à tous les quatre. On peut les applaudir pour cette conférence. Et on va continuer tout de suite. Donc ne partez pas. Je vais accueillir mes deux prochains invités. Alors, maintenant donc qu'on a vu effectivement comment la télémédecine va s'imposer petit à petit dans vos usages quotidiens et ce qu'elle va permettre aussi dans les années à venir, je vous propose maintenant de prendre différents exemples très précis avec notamment les drones, les Google Glass, les stylos à reconnaissance d'écriture et à transmission de bilan, etc. Pour le drone, vous connaissez tous, hein, c'est la mode en ce moment, on les a pour faire des photos, on les a chez nous pour les faire voler. Mais au final, maintenant, ça devient des alliés incontournables pour intervenir rapidement sur des lieux difficiles, pour convoyer du matériel ou des médicaments en zone à risque, ou aussi pour prévenir les noyades et les feux de forêt. On va parler de tout ce que les drones et ces innovations technologiques peuvent nous apporter dans notre quotidien, avec nos invités, le sergent Jean-Christophe Reviron, pompier de l'urgence internationale, et Olivier Nienhaus. Je m'excuse pour la prononciation, puisque c'est un nom de famille néerlandais. Donc j'ai beaucoup répété, mais je ne sais pas si je l'ai bien fait. En tout cas, voilà, il est avec nous et il est responsable département Suisse romand des Tessins de l'Interassociation de sauvetage. Alors, je voudrais commencer... Suisse. En Suisse, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Exotique. Oui. Je voulais vous montrer ceci qui nous a amené très gentiment. C'était un indice pour sa nationalité. Donc, je voudrais effectivement commencer par une petite vidéo. Une petite vidéo qui va vous montrer une des utilisations qu'on peut faire des drones aujourd'hui. Ça a été inventé par un étudiant belge de 23 ans. C'est bon, on a le son sur la vidéo ? Et je lance. It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay. Pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
Voilà, c'est un tout petit peu romancé, bien sûr, mais ça montre quand même quelque chose d'intéressant quand la technologie se met comme ça au service des hommes et des femmes. Eh bien, ça donne le drone ambulance, donc convoyeur de défibrillateurs. C'est une des utilisations qu'on en a. D'ailleurs, je précise qu'il y a l'équivalent aussi en France. Ça s'appelle le SPASM pour Système Portable Aéroporté Secours Médical Expédié. C'est un projet qui est porté par Philippe Chabou, qui, je crois d'ailleurs, est présent sur le salon. Et donc, il y a un drone à peu près comme celui-ci. On va commencer d'ailleurs en parlant des drones avec vous, Jean-Christophe Reviron, donc pompier de l'urgence internationale. Est-ce que le drone, c'est une vraie solution ou est-ce que c'est quand même encore un gadget ? Bonjour. Pour moi, c'est une solution, c'est une option. Je compare ça souvent à une option sur les voitures. Et ça vous permet d'apporter quand même une aide et une solution pour des problèmes rapides. Et vous l'utilisez dans quel cadre aujourd'hui précisément ? Alors nous sommes équipés de ce drone depuis 3 ans. Il a été finalisé au mois de décembre. On a apporté une dernière modification. Et on l'utilise lors de catastrophes naturelles, sur des séismes, des typhons, des inondations, afin d'avoir une reconnaissance sur des bâtiments, sur des zones où on ne peut pas intervenir directement, avant d'engager le moyen humain. Vous êtes le seul aujourd'hui à utiliser ce drone aux pompiers de l'urgence internationale. Pourquoi ? Ça s'est présenté que j'étais intéressé par le pilotage de drones, la technique, l'évolution. Et là, nous sommes en train de former un groupe de 6 personnes afin d'intervenir quand moi-même je ne pourrais pas intervenir puisque c'est du bénévolat. C'est des formations spécifiques qui sont longues, fastidieuses, c'est compliqué à manipuler un drone ? Oui, c'est pas un gadget, c'est pas un jouet comme on peut voir certains drones Oui, parce à que Noël. les drones qu'on peut avoir à Noël ou même pour faire quelques images, finalement c'est assez simple. Oui, c'est simple, mais le nôtre est un peu plus compliqué parce qu'il a été mis en place par un passionné d'aéromodélisme via une association qui nous a monté ce drone petit à petit en spécifiant ce qu'on souhaitait sur ce drone, l'évolution. C'est un drone qui peut être réparé facilement sur le terrain, tandis que les drones qu'on achète dans le commerce, vous renvoyez ça au SAV. Et ensuite, on a commencé à apprendre à piloter sur simulateur, sur ordinateur, et après en faisant des manœuvres, petit à petit. Alors, vous nous avez amené une petite vidéo. J'aimerais qu'on en passe juste un petit extrait, puis que vous nous la commentiez finalement presque en direct. Voilà, elle est là. Je vais commencer ici vraiment au hasard, mais juste pour qu'on voit un petit peu. Je pense que là, le son n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, là, rapidement, vous êtes où ? Vous faites quoi ? Alors moi, actuellement, je suis à plus de 50 mètres d'intervention, là. Et c'est l'exercice qui a eu lieu en juin 2015 pour notre reclassification INSARAG par l'ONU. Et c'est une reconnaissance et une surveillance des équipes qui interviennent sur un bâtiment lors d'un séisme. C'est un exercice. Et ensuite, ces images, elles vont servir surtout au débrief. Ou est-ce que vous avez, par exemple, une transmission, vu qu'on parlait des télétransmissions, est-ce que vous avez une transmission à un quartier général où on peut voir en direct ce que vous faites ? Oui, on a une retransmission en direct, en Wi-Fi, sur la radiocommande, un petit écran, qui permet de voir l'évolution de la situation. Et on peut déporter également avec une clé USB sur une tablette, afin que le responsable de l'intervention souhaite indiquer ses reconnaissances et voilà. Et on peut surveiller l'équipe qui intervient pour éviter un danger ou comme ça. Parce que là, moi, en tant que novice, je me dis qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'avoir cette vue aérienne alors que vous intervenez à l'intérieur d'un bâtiment ? C'est alors bizarre. Là, le cas précis, oui. Là, on surveille simplement l'équipe qui est en train d'étayer l'entrée d'un immeuble. Par exemple, s'il y a un éboulement, s'il y a une réplique, on peut voir quand même où sont l'équipe. Mais après, on voit l'image, il y a une voiture écrasée par... Je vais avancer un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'il y a une voiture. Avant d'envoyer les chiens et le personnel, on peut quand même regarder autour
voir les dangers, voir plein de choses. Ça a plein d'informations. Ces images ont plein d'informations pour le commandement et pour les équipes qui interviennent. Alors, par contre, une fois que vous êtes en l'air, vous avez combien d'autonomie? Parce que je suppose que vous avez quand même besoin, s'il y a effectivement de la retransmission en direct, vous avez besoin d'être en l'air pendant un certain nombre de temps. Et on sait aujourd'hui que les drones ont encore du mal à garder de la batterie pendant très longtemps. Donc, comment vous faites? Alors, actuellement, le drone a 8 minutes d'autonomie. Et ouais, c'est un pas accu beaucoup, de ça. 8 minutes. Mais on a plusieurs accus, donc on peut voler 45 minutes. En changeant, bien évidemment, l'accu, en le faisant revenir au point de départ, on change l'accu et on repart. Les images sont en direct, mais elles sont enregistrées également sur la caméra. Parfait. Alors, hop, je sors de cette petite vidéo. Au moins, comme ça, vous avez pu voir très concrètement à quoi ça ressemblait, même si je me doute que vous doutiez un petit peu. Mais voilà, au moins, on a vu très concrètement. Alors, vous m'avez expliqué en préparant cette conférence que les choses avaient un peu avancé depuis le 1er janvier en termes de drones. Comment ça se passait avant et qu'est-ce qui se passe maintenant? La législation change régulièrement. Oui. Elle est compliquée. Et alors, pour nous, ça a un avantage. C'est qu'au lieu de passer, pour faire voler ce genre de machine, vous êtes obligé de passer un brevet théorique de pilote d'ULM et à faire un MAP, qu'on appelle un manuel pour voler, qui est validé par la DGA. Tandis que maintenant, vous pouvez avoir des autorisations de la préfecture et voler sur des terrains privés. Là, c'est le cas, c'est un terrain privé d'entraînement. Et c'est un peu plus facile. Mais ça s'est assoupli un petit peu. Oui, un petit peu. Oui, parce qu'on n'y est pas du tout, parce qu'on en parlait également quand on a préparé. Aujourd'hui, on ne peut pas survoler avec un drone des zones habitées, donc on ne peut pas intervenir en fait très facilement dans les villes si on veut déployer un drone parce qu'il y a, je ne sais pas, une explosion, un éboulement dans Paris. C'est très compliqué, le cadre juridique est encore très fermé. Donc on en est où et comment on peut le faire Oui, c'est compliqué. Actuellement, avec la législation, donc la nouvelle loi, vous pouvez faire voler ces machines en passant donc, le brevet et c'est des scénarios qu'ils appellent scénarios 1, 2 et 3 pour voler sur les milieux urbains et tout. Mais le brevet que vous passez, c'est un brevet d'ULM qui n'a rien à voir avec le pilotage de cette machine. Ça serait bien, et ils y pensent, je pense, à faire un brevet spécial de pilotage pour drone. Et je pense que c'est en cours et j'en suis sûr même. Alors Olivier, donc vous venez de Suisse. Donc déjà merci d'être venu. Et cette question du drone, comment est-ce qu'elle est gérée en Suisse? Est-ce que c'est une pratique qui se développe chez les secouristes suisses, l'utilisation du drone, ou pas du tout? Oui, alors dans le grand public, tout le monde essaye de jouer avec un drone et d'avoir l'expertise, on va dire, du pilotage de ce genre d'engin. Il faut savoir qu'il y a des différences de poids aussi, donc plus il est lourd, plus il est difficile à piloter en quelque sorte. Et de plus, la législation en Suisse, elle est aussi limitative à mon avis qu'en France. Elle serait par exemple contournable dans des situations catastrophiques, à mon avis, et dans ces cas-là, on pourrait les utiliser pour avoir des visions d'ensemble. Mais j'aurais tendance à dire qu'on passerait beaucoup plus facilement par un département militaire fédéral, par exemple, pour avoir des autorisations de ce type-là exceptionnelles. Au quotidien, c'est exclu d'utiliser ces appareils déjà à une distance importante. Et puis ensuite, eh bien, on devrait flouter toutes les parties en fait, qui concernent l'intimité de la personne. Donc on ne peut pas imaginer utiliser ces instruments tels quels aujourd'hui immédiatement. Il y a un débat, il y a des avancées qui se profilent en Suisse justement pour faciliter ça. Parce qu'en France, non, a priori, mais en Suisse, est-ce que... Non, il n'y a pas un vrai débat. Il y a peut-être aussi l'idée justement de garder cet élément de réserve, on va dire, dans des situations exceptionnelles. C'est plutôt là derrière l'idée. Il faut aussi ouvrir ces situations exceptionnelles. Ce n'est pas que des effondrements ou des catastrophes de ce type. C'est des fois simplement des endroits inaccessibles à pied immédiatement. Si je prends les Alpes, c'est un très très bon exemple. Et pourquoi pas, dans ces circonstances-là, vu que c'est peu habité aussi, eh bien, utiliser des drones pour aller visionner ce qui se passe sur place, parce qu'on n'a pas d'autres moyens de le faire. Des problématiques météo sont moins contraignantes, je crois, avec les drones qu'avec des hélicoptères, avec des hommes à l'intérieur. Donc sur le principe... Et c'est surtout aussi moins cher d'envoyer un drone que d'envoyer un hélicoptère.
Surtout en cas de crash, oui. C'est ça. Mais alors, du coup, on parlait de cette législation et des autorisations exceptionnelles. Est-ce que c'est possible en France ? Est-ce qu'on peut demander comme ça, tiens, il y a un problème, hop, on déploie des drones ? Ça me paraît quand même bizarre. Alors, avec la nouvelle loi, la préfecture peut délivrer exceptionnellement des autorisations pour le vol pour des reconnaissances. Mais c'est la préfecture qui délivre. Prendront-ils la responsabilité ? Ça, c'est une autre histoire. Alors, Olivier, vous m'avez dit que vous aviez testé les Google Glass, mais que vous ne les aviez pas retenus, que vous aviez utilisé d'autres systèmes. Alors, expliquez-nous comment ça s'est fait tout ça et pourquoi les Google Glass ne sont pas efficientes pour vous. En fait, permettez-moi de revenir sur le débat précédent et puis de le relier avec ce que nous discutons actuellement. Premièrement, dans le débat précédent, j'ai jamais entendu l'aval du patient. Et il me semble que juridiquement, aujourd'hui, en tout cas en Suisse, je pense que c'est le cas pour toute l'Europe, eh bien, on passe d'abord, normalement, pour un aval éclairé du patient, pour avoir le droit d'utiliser des données ou des images le concernant. Et avec toute cette électronique, on part dans des déviances, en fait. On ne maîtrise pas où vont ces données. Et donc, à partir de là, on n'a pas l'autorisation, on va dire, éclairée du patient pour avoir le droit d'en disposer. Donc, je pense que là, il y a déjà une barrière. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. On n'en a pas du tout parlé de cet aspect. C'est intéressant de le souligner, oui. Voilà. Et puis, l'autre aspect que j'étais très étonné que les médecins ne parlent pas, c'est le toucher. Je suis désolé. Aujourd'hui, nous avons une médecine, si je caricature un tout petit peu, qui est de l'image et du chimique. Et à l'époque, mon médecin me touchait, il n'avait pas besoin d'image, pas besoin de chimique, et il me guérissait tout aussi bien. Donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une avancée que de rajouter ces éléments-là, ou est-ce que c'est plutôt des freins, et est-ce que ce n'est pas aussi une porte ouverte à la possibilité que l'être humain ne soit plus présent pour soigner le patient ? Et ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on est en train de partir un tout petit peu dans ces déviances-là, sans avoir ce vrai recul, cette vraie réflexion en fait, là derrière. Et je vois que la médecine, en général, part un peu dans cette direction-là. Ouais. Alors, je me dis, on manque de médecins, pourquoi pas envoyer un drone, il prend une photo, et puis le médecin traitera les 250 photos à la fin de la journée, et puis on verra comment est-ce qu'on va établir le traitement, mais par courrier, on enverra une ordonnance, et puis le patient pourra aller chercher ses médicaments. Je pense que là, on est en train d'arriver à cette frontière, peut-être, et puis de se dire, est-ce que ça a vraiment une utilité, est-ce que ça amène un plus, et puis surtout en mettant tout le temps le patient au centre, parce que c'est que lui qui me concerne en tant que secouriste. Ce n'est pas toute cette technologie. Il faut absolument que le patient, ça lui apporte quelque chose et puis qu'on sauve mieux des vies ou qu'on guérisse mieux les gens grâce à cette nouvelle technologie. Oui, c'est ce que je dis, c'est une option. C'est une option et c'est un outil de plus. Alors, pour revenir sur les Google Glass, puisque c'était ça la question, première question, c'est de savoir, vous avez testé les Google Glass, est-ce que c'est bien ? Et j'ai envie de dire non, puisque vous ne les avez pas retenus. Oui, alors j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait d'autres personnes qui ont expérimenté les Google Glass. Alors, c'est surtout un phénomène de mode dès le départ. Ça veut dire qu'en fait, Google Glass, on a vu des chirurgiens qui opéraient avec ces Google Glass pour avoir à disposition sous leurs yeux, on va dire, l'élément dossier médical en permanence, éventuellement même la radiologie, puisqu'il faut de l'imagerie et puis que ça permet d'être plus précis. On peut jouer avec des 3 dimensions aussi, pourquoi pas. Dans le cadre de l'extra-hospitalier, on a plus essayé, comme le débat le démontrait tout à l'heure, en fait, d'amener le regard du médecin par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre auprès du patient. Et puis, pas seulement le regard, le son aussi. Et ça, c'était très important parce que ça nous amène un plus. Il n'y a pas que l'image, il y a le son. C'est un peu comme les webcams à l'époque, qui n'enregistraient que l'image. Et aujourd'hui, on y rajoute le son. Et le son a une grande importance. On prend typiquement la réanimation par téléphone. Eh bien, les centralistes, les régulateurs, en fait, utilisent aujourd'hui le son pour dire est-ce qu'il respire votre patient ? Parce que quelqu'un ne peut pas forcément répondre en disant oui, il respire. Comment est-ce qu'on peut affirmer cela si on n'est pas dans le domaine médical ? Donc avec le son, par contre, ça permet de confirmer si le régulateur entend une respiration ou pas. Donc ça va dans cette même ordre d'idée. Alors les Google Glass ont été abandonnés très très vite, c'est tout simplement pour des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas développé la matière technologique immédiatement,
et ils n'ont pas suivi la technologie. Ça veut dire qu'en fait, déjà, il y avait des capacités d'autonomie qui étaient nulles, donc on parle de 8 minutes aussi, hein, quasiment, donc inutilisables, on va dire, clairement, ou alors il faut le chargeur et les accus à changer toutes les 2, 3, 4 minutes, et ça, c'était pas réaliste. Et puis ensuite, eh bien, comme c'était les premiers à créer des lunettes, eh bien, on a vu émerger très rapidement, et aujourd'hui on le voit, il y a plus de 5-6 marques différentes qui ont développé des lunettes électroniques. Et donc à partir de là, l'étude a continué, mais simplement avec d'autres marques que je ne citerai pas parce qu'elles sont plus intimistes, mais elles sont nettement plus performantes au niveau du rendu et des données. Et puis surtout, en fait, elles peuvent stocker en elles-mêmes déjà un certain nombre de données. C'était aussi ça le problème. On en a parlé tout à l'heure, la transmission 4G ou la transmission à haut débit, en fait, n'est pas du tout instaurée partout et donc limite notablement, en fait, l'utilisation de ce genre d'instruments. Il faut qu'il y ait on va dire, une mémoire interne de manière à ce qu'on puisse emmagasiner ces données et éventuellement les retraiter avec un certain délai. Vous m'avez parlé également de la transmission de bilan et vous m'avez dit que la transition en Suisse avait été amorcée entre le papier et le numérique et c'est ce que vous appelez la fiche d'intervention préhospitalière. Comment ça fonctionne ? Oui, alors on est déjà dans la mutation, ça fait à peu près 2 ans en Suisse. Alors là, ça mérite encore quelques explications. En Suisse, nous avons une grosse difficulté. Si j'appartiens à un organisme qui s'appelle l'Interassociation, c'est tout simplement parce qu'en Suisse, nous avons 26 cantons, équivalent à 26 départements chez vous, et que chacun, au niveau médical et santé, a son autonomie propre. Ça veut dire qu'en fait, nous devons jouer avec 26 législations différentes et manières de traiter les problématiques différentes. Et l'Interassociation essaye en fait de combiner le tout d'un point de vue qualité et ainsi éventuellement avoir quelques pistes qui se rejoignent au niveau de la santé. Mais c'est très complexe. La seule piste qui fonctionne très bien en Suisse et qui est commune à toutes ces contrées, eh bien, c'est celui qui paye, c'est-à-dire les assureurs. Pour eux, il n'y a aucun souci. Du moment qu'on encaisse de l'argent, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on paye, on ne paye pas. Et donc pour eux, c'est vraiment aucune problématique. Nous sommes passés en fait à la fiche d'intervention ou le rapport médical de l'ambulancier. Là aussi en Suisse, la formation est très différente d'ambulancier. Ambulancier, c'est 3 ans d'école supérieure avec, on va dire, 27 protocoles à disposition médicaux d'une manière autonome, sans aucune autorisation médicale. Et puis à peu près 47 médicaments injectables en autonomie complète aussi. Et là-dedans, vous retrouvez l'adrénaline, vous trouvez de la kétamine, par exemple, pour des douleurs, donc vous trouvez des médicaments extrêmement puissants. Mais c'est des compétences qui ont été développées dans les écoles de manière à ce qu'en 3 ans, ces personnes-là soient compétentes pour utiliser dans un cadre restreint qu'on appelle protocole, ce genre de médication. Et dans ce cadre-là, la télétransmission a beaucoup soutenu et aidé. Je donne l'exemple simple, c'est je dois traiter une douleur chez un patient. Eh bien, à partir de là, j'ai un protocole que je dois suivre, c'est-à-dire je dois évaluer cette douleur, essayer peut-être un premier produit léger, voir si ça a une quelconque répercussion sur ces douleurs. Si ça n'en a pas, je vais passer au degré supérieur, etc. Tout le long, je vais me baser sur des paramètres que je vais pouvoir mesurer sur le patient et puis qui vont me mettre des frontières. Si tout à coup mes paramètres se modifient de trop, je ne pourrai pas continuer le processus. Et je suis bloqué. Mon patient a toujours mal. Il faut que je le déplace. Donc à partir de là, ça permet d'avoir un contact direct en fait par télémétrie qu'on a utilisée depuis le début du 20e siècle déjà sous forme d'électrocardiogramme. Aujourd'hui, eh bien, la pression, la saturation, le taux de CO, etc. Bref, tous ces éléments sont transmissibles instantanément. Et puis, donc, on se base là-dessus pour transmettre notre bilan en fait au médecin. Et puis ainsi, il peut nous ouvrir des portes supplémentaires par rapport à ce qui est déjà délégué d'office dans le cadre des protocoles. Jean-Christophe Reviron, vous utilisez le drone, mais je suppose que ce n'est pas la seule nouvelle technologie que vous utilisez. Vous avez des exemples de ce qu'utilisent les pompiers de l'urgence internationale qui ressemblent un peu à ça? Est-ce qu'il y a des tablettes, des silos de la reconnaissance, des Google Glass Non, pas encore. Si on utilise simplement un ordinateur satellite pour être en contact avec l'ONU et faire nos rapports quotidiennement. Mais ensuite, il faut savoir que quand même, on est tributaire du temps, du climat. Quand on intervient dans les pays tropicaux, avec les pluies, donc la technologie a du mal à suivre.
Je vous poserai la même question qu'à mes intervenants précédents, c'est le côté déshumanisation du secours, puisqu'en plus vous l'avez particulièrement souligné. Alors est-ce que, par exemple, le drone, il n'y a rien de mieux finalement que quelqu'un, même si effectivement c'est dangereux et parfois on ne peut pas accéder à certaines zones, mais il n'y a peut-être rien de mieux encore qu'une personne qui va sur place et qui ressent les choses, qui ne les voit pas seulement, mais qui les ressent en termes physiques, etc. Est-ce que le drone finalement vous enlève pas ce ressenti-là qu'une personne qui serait sur place pourrait vous donner un peu plus précisément ? Non, pas du tout, parce que le drone est utilisé en amont de l'intervention. C'est une reconnaissance sur un terrain escarpé, une inondation. Au final, la victime, s'il y a victime, elle est toujours, la reconnaissance est faite, la recherche avec les chiens, avec le personnel. Donc le contact humain, il existe toujours. Il n'y a pas cette désolidarisation. Alors, vu que vous l'avez souligné tout à l'heure, cette déshumanisation, qu'est-ce que vous voulez redire là-dessus ? Alors, la déshumanisation, pas forcément plus développée. Je dis simplement c'est une question philosophique que je me pose et je pense que c'est important de se la poser avant d'aller trop en avant dans ce genre de technologie parce qu'on voit plein d'essais, on voit des vidéos sur YouTube justement qui utilisent ces instruments dans toutes sortes de circonstances. Je pense que là, il faut réfléchir un tout petit peu, s'asseoir un peu. Je donne cet exemple de rapport d'intervention ou de rapport médical par exemple qui a été numérisé chez nous. Eh bien, cette numérisation s'est faite simplement avec un copier-coller. Vous connaissez bien ces terminologies. Je trouve regrettable parce qu'en réalité, on aurait dû repenser. On en a parlé tout au début du débat tout à l'heure. On aurait dû complètement repenser la manière de retranscrire un rapport médical. Puisque aujourd'hui, avec l'électronique, le rapport médical peut avoir une forme nouvelle et différente et doit avoir une forme différente et nouvelle. Et je pense que c'est là où on a fait peut-être un pas un peu trop vite en avant. Il faut revenir un tout petit peu en arrière. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour réanalyser. J'aimerais rebondir là-dessus, sur un projet qui est européen, qui s'appelle e-Health. Je ne sais pas si je me prononce correctement, mais c'est de rendre électronique tous les dossiers de patients. Et ça, c'est un projet qui existe depuis quelques années déjà, qui est aux prémices des développements, mais qui s'inscrit parfaitement dans cette logique d'électronique dans les dossiers. Et donc là, évidemment, il faut aussi suivre cette notion-là qui, en Suisse en tout cas, par le biais d'une carte d'assurance, une carte vitale en fait, permet déjà de transmettre un certain nombre de données dans une puce électronique. Et dans les ambulances, nous équipons aujourd'hui avec des lecteurs de ces cartes, mais aussi des remplisseurs de cartes. Ça veut dire qu'en fait, notre rapport électronique ne serait plus seulement imprimé sur papier ou transmis, on va dire, dans le milieu hospitalier, mais directement inséré dans la carte du patient et qu'il la conserve avec lui. Je rappelle toujours, je ramène toujours ce débat au patient. C'est lui et c'est à lui seul qu'appartiennent ces données et à personne d'autre. Donc par principe, s'il nous en donne l'autorisation, on peut les partager, mais sinon, eh bien, c'est lui qui doit les conserver. Alors, il y a aussi un autre volet, c'est le côté de la fiabilité technique, parce que c'est bien d'avoir de la technologie partout, mais déjà que l'autonomie, on n'y est pas encore. Si on arrive par exemple sur une zone avec un drone et qu'il y a du vent, ça pète, il y a un oiseau qui se met dans les hélices, je ne sais pas, il y a n'importe quoi, on se retrouve en fait à avoir dépensé de l'argent et à perdre du temps pour rien. Alors, ce côté fiabilité des nouvelles technologies, comment est-ce qu'il peut être anticipé? Est-ce qu'au final, le jeu en vaut la chandelle? Oui, le jeu en vaut la chandelle, parce qu'avant de faire décoller votre machine, vous avez une reconnaissance à faire. Vous regardez le milieu où vous êtes, la météo, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et ensuite, vous faites décoller votre machine. Après, vous n'êtes pas à l'abri de cracher la machine, c'est vrai, mais c'est comme ça. Mais c'est une option. Oui, il faut le faire quoi qu'il en soit. Il faut le faire, malgré le risque. La technologie est là, pourquoi ne pas s'en servir? Oui, alors justement, parlons de cette technologie. Parce que tout à l'heure, je discutais avec mon collègue là, lors du début du débat, et puis il m'a lancé une affirmation qui n'est pas si fausse. Je rappelle juste que vous gardez votre téléphone portable 2 ans en moyenne. Donc est-ce que ça vaut la peine de travailler à fond une certaine technologie qu'on sait que peut-être dans 5 ans, elle n'existera plus?
et elle sera inutilisable. On a cette problématique qu'on a vue avec le stockage des données. C'est le même problème, ça veut dire qu'en fait, sous quelle forme stocke-t-on ces données? On parle aujourd'hui de cimetière de données, ça je trouve très intéressant parce qu'en fait, on a des données partout, mais on ne sait pas quoi en faire. Et on a pensé la chose dans le mauvais sens, à mon avis. On devrait beaucoup plus penser d'abord à qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données et quelles données nous sont essentielles, et puis ne récolter que celles-là, parce que toutes les autres, elles ne vont pas nous servir. Oui, peut-être dans 50 ans, mais on ne pourra plus les lire parce qu'on n'aura plus du tout le même format, par exemple. Alors, se pose aussi la question des hackers, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on sait qu'aujourd'hui on peut prendre possession d'un drone. Si on a envie de prendre votre drone et d'aller le cracher Même d'une voiture. Voilà, de tout ce qui est électrique. Donc, il va falloir qu'ils viennent le chercher déjà. Oui, non mais certes, mais je veux dire, effectivement, c'est un problème qui existe. Pareil pour les Google Glass, peut-être qu'on peut se connecter sur elles pour regarder, etc. Enfin, c'est quand même un peu flippant tout ça. Donc, comment vous travaillez chacun de votre côté? Est-ce que vous l'avez anticipé tout ça? Non, on n'a pas anticipé. Il faut savoir qu'on intervient avec le drone sur des situations de catastrophe. Donc, malheureusement, vous arrivez dans un pays où tout est détruit. Je parle de séisme ou d'inondation. Avant que quelqu'un veuille prendre possession de votre drone, je pense qu'il y a d'autres urgences. On est sûr et certain que ce n'est pas possible? Tout est possible. Moi, j'aimais bien la réponse de tout à l'heure aussi à ce sujet. Ça veut dire qu'en fait, il faut y voir un intérêt. Et détourner un drone qui est en train de faire de la reconnaissance sur un terrain accidenté, je vois aucun intérêt. À part des petits malins qui voudraient juste... À part le détruire ou jouer avec. Voilà. Après, l'idée en fait de lutter contre les hackers ou contre les intrusions, on va dire en général, eh bien, c'est de rendre le travail plus complexe que ce qu'ils rapportent. Ça veut dire qu'en fait, ils n'auraient pas le temps de détourner le drone pour un but même ludique, parce qu'il nous faut une capacité de mémoire ou une puissance, on va dire, de feu assez importante au niveau informatique, et ça mérite. Et ce n'est pas possible simplement dans le temps donné où ce drone est utilisé. Ça veut dire qu'en fait, le drone va être utilisé 8 minutes, pour donner cet exemple concret. Eh bien, en 8 minutes, il faut un ordinateur extrêmement puissant pour arriver à décrypter et ensuite à détourner encore l'appareil de manière à justement ou le détruire ou éventuellement l'utiliser à mauvais escient. Est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, essayé le stylo à reconnaissance d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez testé? Absolument. Alors, dans une région chez nous, c'est la même où les ex-Google Glass étaient en développement et sont encore actuellement en développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces tests sont faits avec des hautes écoles d'ingénieurs, donc on est plus dans de la haute technologie que forcément du domaine médical pur. Et puis, on a cette... on va dire nouveauté, peut-être pas tout à fait nouveauté, mais un stylo qui emmagasine de la mémoire, qu'on avait déjà vu il y a quelques années faire son apparition dans le commerce, et puis que certains services d'ambulance essayent d'exploiter aujourd'hui. Je vois des grosses difficultés à l'heure actuelle déjà d'utilisation. Alors c'est une technologie très bon marché. On n'est plus dans l'ordre des millions, on est plutôt dans l'ordre des centaines de milliers de francs, donc on est dans quelque chose de très accessible. Par contre, il y a encore des grosses barrières à la reconnaissance d'écriture. Et à ce moment-là, honnêtement, il faut tous aller suivre des cours d'écriture pour que le stylo puisse emmagasiner les bonnes données. Et puis ensuite, si vous sortez des champs pour être un peu technique, eh bien à partir de là, la donnée n'est pas enregistrée. Voilà. Donc on a des très grosses limites à l'heure actuelle avec ce premier test, et puis c'est un premier test, donc l'idée c'est pas forcément de le développer jusqu'au bout, mais c'est une idée comme une autre. Oui. On a plutôt tendance aujourd'hui à relier les appareils de prise de paramètres à des tablettes électroniques, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière à ce que eh bien, le transposage ou la transposition des données patients sur un support numérique ne soit plus nécessaire manuellement, qu'il se fasse automatique. Mais même là, on remarque aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément un gain de temps. Parce que je vous rappelle juste que sur un appareil de prise de paramètres, eh bien vous avez 3 pressions qui sont prises. Je vous garantis que vous devez en effacer une des 3, parce qu'il suffit qu'il y ait une bosse dans le terrain, que quelqu'un ait bougé, que le patient ait tremblé, et à ce moment-là, vous devez l'éliminer. Elle ne fait pas partie des constantes qu'on peut conserver, ou qui ont une certaine forme de logique. Et à partir de là, on va perdre du temps pour les effacer, donc on n'aura rien gagné au bilan final. Donc c'est là où il faut vraiment réfléchir. Est-ce que ça nous apporte un gain de temps? Est-ce qu'éventuellement ça nous amène une simplification du travail ou pas?
Alors, avant de continuer les questions, est-ce que vous avez, vous, des questions dans le public? Oui, je vous amène le micro. Et on continuera, bien sûr, la conférence n'est pas encore terminée. Bonjour, Cyril André. Moi, je suis pisteur secouriste depuis 40 ans. Je fais beaucoup de formations un peu partout, en Amérique du Sud, en France. Et j'ai aussi des réflexions philosophiques, mais elles tournent toutes. Qu'est-ce qui est intéressant pour l'avenir de la personne qui a un problème? Or, sur une avalanche, il est évident qu'avec un drone, s'il est en état de voler, on peut trouver une personne qui est équipée d'un DVA en peut-être 5 minutes. Et ça permettra aux secouristes d'arriver sur place très vite. Donc, il n'y a pas une déshumanisation du tout. Au contraire, il y a une efficacité. Mais effectivement, toute la technologie, en général, elle doit être utilisée pour rendre plus efficace la récupération de la victime. Voilà. En ce qui concerne le secours, moi, ça fait des années donc, que j'interviens sur le terrain. On est en montagne, on est un peu isolé. On a les mains pour toucher, oui, mais on a quelques dizaines d'heures de secourisme. Hein, on n'a pas 8 ans d'études et autres. Alors, lorsque l'on est en contact au SAMU par voie téléphonique, déjà, on pousse un grand ouf. Voilà, déjà. Et si en plus, on peut avoir, sur des cas un peu plus compliqués, une vision et quelque chose de beaucoup plus efficace dans le rapport, non seulement ça permet à la personne qui a fait des études pour et qui a l'expérience de nous dire ce que l'on peut faire en plus pour la personne qui est là entre nos mains, mais ça permet aussi à cette personne qui est chargée de la régulation de savoir où elle va l'évacuer en ayant des données beaucoup plus importantes. Donc, il y a un gain énorme pour la personne. Et donc, en termes d'efficacité et de bienveillance pour cette personne, pour son avenir, voilà. Après, on sait que tout ce qui est technique peut être dévié de son but, mais tant que la technologie va pour être plus efficace pour le futur de la personne, c'est génial. Absolument. Mais on est parfaitement d'accord, en plus, c'est ça. Vous avez un discours qui rejoint exactement le mien. J'ai dit il faut conserver une personne auprès du patient. Donc vous avez exactement le même discours que moi. Que ce soit un secouriste, un sauveteur, un médecin, un professeur, ça m'est complètement égal. Ce qui est important, c'est de conserver un humain auprès de l'autre humain. Et là, vous me rejoignez parfaitement. Et ça peut soutenir parfaitement les compétences. La preuve, c'est que les ambulanciers chez nous utilisent ça comme support de compétences. Mais eux, personnellement, sont toujours auprès du patient. Je dis que c'est une déviance qui est possible. Il faut y réfléchir. Il faut faire très attention. Qui paye dans cette histoire? C'est des assureurs. Les assureurs, quels intérêts ils ont? C'est tout simplement que ça devienne meilleur marché. Donc il y a une déviance de ce type-là qu'on ne pourra peut-être pas maîtriser si ça s'améliore et si cette technologie amène à satisfaction. C'est ça que je voulais exprimer. Je n'ai pas dit que ça allait se faire, heureusement. J'espère bien que ça ne se fera jamais. Ouais, mais ces moyens de communication, il faut bien qu'ils soient près du patient pour qu'ils soient envoyés au médecin. Donc, je pense qu'en France, vous avez aussi ce qu'on appelle les medgates maintenant. Ça veut dire que vous téléphonez à votre assureur, où c'est une grande centrale téléphonique, un call center, et puis que vous pouvez, par exemple, énumérer un certain nombre de symptômes que vous avez. Je tousse depuis 2 jours, j'ai un tout petit peu de fièvre, ça me gratte, etc. Et à partir de là, il y a un premier tri qui est fait par ces centralistes qui permet justement d'éviter de passer par la case consultation de médecine et qui fait que vous allez dans une parapharmacie chercher quelque chose contre les refroidissements. Eh bien, c'est du même ordre d'idée. Ça veut dire qu'en fait, là aussi, eh bien, on a court-circuité le passage vers un médecin. Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je laisse ouvert la question, je laisse ouvert. Je sais qu'il y a des choses qui passent entre les mailles du filet. Ça veut dire qu'il y a des patients qui meurent à cause d'un système pareil. Mais il y a aussi des patients qui meurent parce qu'ils doivent attendre dans une salle d'attente de consultation. Jean-Christophe Reviron, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être là-dessus? Non, je suis d'accord avec monsieur. Le drone permet, l'exemple que vous avez donné, la reconnaissance sur une avalanche, servir également. L'avantage des drones, c'est qu'ils peuvent être modifiables tout le temps. Et plus on avance dans l'avenir, plus la technologie sera avec nous pour modifier ces engins. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je suis là? Non? Sûr? Bon.
Alors on va continuer. Justement, on en parlait un tout petit peu là dans une des questions ou de vos réponses, je ne sais plus, mais est-ce que finalement cette électronique, ces nouvelles technologies, vous diriez que c'est un réducteur d'erreurs quand on est sur le terrain ? J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup. Parce que ça, de nouveau, ça rejoint quelque chose d'efficient. Et puis, réduire les erreurs, on le sait, dans le domaine médical, c'est un combat de longue date. On a plusieurs moyens à disposition. Et moi, je vois l'électronique comme étant un des moyens. On imagine tout simplement la lecture en code barre ou le QR code qu'on utilise sur des matériaux, des médications. Et à partir de là, on peut réduire un certain nombre d'erreurs, évidemment de manipulation, dues à l'humain. Mais je laisse encore grand ouvert parce que je ne suis pas convaincu que ça va résoudre toutes les problématiques liées à l'erreur médicale. Pour vous, réducteur d'erreurs, ou est-ce que c'est autre chose ? Non, nous, c'est... enfin, moi, je parle de mon domaine, donc du drone. L'erreur, au final, c'est toujours l'être humain qui intervient, qui est au contact de la victime. Nous, c'est une option, c'est une reconnaissance. On engage ou pas l'équipe s'il y a des risques. On a toujours en surveillance cette équipe. Ça aide, c'est un outil qui aide. Personnellement, ça aide énormément les équipes quand elles interviennent. Alors, on a parlé des avancées technologiques principalement dans l'extra-hospitalier, mais du coup, si l'hospitalier n'est pas équipé, lui, de ces mêmes avancées technologiques, il va y avoir un hiatus. C'est-à-dire que sur le terrain, on va être hyper connecté, mais par contre, à l'hôpital, personne ne pourra recevoir ni même renvoyer les choses. Donc, mais ça marche même, je pense, pour le drone, vous voyez. Enfin, comment vous gérez ce problème-là, qui n'est peut-être pas un problème, mais enfin... Oui, moi, je ne le vois pas comme un problème parce que, justement, comme je vous ai dit, il y a ce projet européen en fait, de dossier médical patient complètement électronique, de manière à réduire déjà la probabilité ou la possibilité pour n'importe qui de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un dossier médical, parce que là aussi, il y a un aspect préservation de la personne et intimité, en quelque sorte, qu'il faut aussi travailler, qui est à l'heure actuelle très mauvaise, parce que vous avez des rapports médicaux qui traînent sur des bureaux, et forcément, la nettoyeuse qui passe peut voir ce qui est écrit, par exemple. Donc ça pourrait réduire cette problématique-là. Et en milieu hospitalier, c'est déjà, en tout cas en Suisse, déjà très, très développé. Ça veut dire qu'en fait, on voit aujourd'hui des équipes médicales se déplacer carrément avec un écran plutôt qu'avec un dossier papier. Alors, il fallait aussi courir après cela pour y insérer en fait le dernier papier qui restait, qui était l'extra-hospitalier, qui était encore sous forme papier. Il fallait l'insérer électroniquement, on va dire, dans tout le reste du package patient. Je rebondis sur ce que vient de dire Olivier parce que ça vous concerne totalement. Il a parlé tout à l'heure, il vient d'en reparler, du droit à l'image des personnes. Comment vous, en tant que personne qui captez de l'image, vous gérez ce problème des droits des gens que vous... Alors, si c'est du décor naturel, personne ne va venir vous embêter, mais si effectivement il y a des victimes, il y a des accidents, il y a même des gens normaux qui marchent, ou, vous voyez, comment vous faites ça ? Il faut savoir que nos images restent pour nous, à l'équipe. On ne les diffuse pas aux télé, on ne diffuse pas sur le net, ça reste pour nous, pour notre travail. Après, elles sont effacées une fois que l'opération est terminée. Oui, mais ça, du coup, la personne qui se fait filmer ne le sait pas. Donc, est-ce qu'il y a un travail que vous faites de communication par rapport à ça, ou comment vous gérez, justement ? Ou ça se fait naturellement ? Peut-être que vous le faites ça tout naturellement. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, mais les images qu'on a, on est maximum 2-3 personnes à les voir en direct. Après, ça enregistre, certes, mais je vous dis, à la fin de l'opération, on efface quand on n'a plus besoin, parce que sur le terrain, on a besoin d'avoir du stockage d'images avec la caméra, et on efface au fur et à mesure. Voilà. Alors, si je peux me permettre de rajouter peut-être quelque chose, un petit complément, c'est que moi j'aime bien parce que c'est complémentaire, ça veut dire que c'est un autre regard, ce drone. Et puis ce drone, honnêtement, pour s'en préserver, il suffit de le monter à 50 mètres, puis on ne reconnaît plus personne. Donc on a peut-être la possibilité aussi de ce côté-là, de l'éloigner quelque peu. C'est aussi cette vision-là dont on a besoin au maximum, parce que pour déployer une échelle de 50 mètres ou mettre un hélicoptère à 50 mètres, ça va demander beaucoup plus de temps et de moyens que de mettre en route un drone et de se mettre à 50 mètres et d'avoir cette vision d'ensemble immédiate. Et je pense que dans beaucoup de situations, alors
catastrophiques ou de gros engagements, on sera heureux d'avoir cette vision supplémentaire et qui, évidemment, sera effacée très rapidement de manière à pouvoir préserver cet aspect-là. Mais là aussi, vous pouvez très très bien travailler avec un système juridique derrière, typiquement avec des juristes qui vérifient justement la mise en application de ce qu'on vient de vous expliquer, c'est-à-dire justement de non-stockage des données et non-interprétation, par exemple. Oui, je vais rebondir un peu là-dessus. Nous, on a le temps de se poser ces questions ici, parce qu'on n'est pas dans une catastrophe. Mais je peux vous garantir que les populations qui sont impactées par tout ça, elles n'ont pas ces questions à se poser. Je rebondis aussi sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, sur les économies. Un drone, c'est forcément beaucoup moins cher que d'envoyer un hélicoptère avec des gens dedans, etc. Donc, est-ce que ce volet financier aux pompiers de l'urgence internationale, il est vraiment important? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous dites, oui, on a pris un drone pour faire des économies parce qu'on investit cet argent dans autre chose? Oui, enfin, nous, on est toujours tributaires d'aller sur le terrain. Donc, il nous faut toujours un moyen de locomotion. Le drone, il est fait pour encadrer, pour faire de la reconnaissance. Je vous dis, mais c'est quand même de la reconnaissance maximum à 100, 200, 300 mètres. Il faut toujours avoir la machine à vue. Après, l'hélicoptère, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer un hélicoptère à 300 mètres, faire une reconnaissance. Voilà. C'est-à-dire que le drone ne remplace pas forcément l'hélicoptère. En fait, ce n'est pas la même utilisation, c'est ça que vous dites. Pas du tout. Alors, une dernière question pour finir, qui m'a été soufflée par Olivier. Donc, j'espère qu'il va pouvoir nous y répondre, parce qu'elle est un peu philosophique. On parlait de questions philosophiques tout à l'heure. Est-ce qu'il faut repenser la prise en charge des patients en fonction de l'électronique, ou est-ce que c'est la prise en charge qui doit rester la base du travail pour faire des nouveautés numériques? Moi, j'aime beaucoup cette question-là parce qu'elle a été posée tout au début du débat par les docteurs, par les médecins ici tout à l'heure. Et puis, moi, je pense qu'elle est essentielle. Ça veut dire qu'en fait, on doit se poser la question, dans quel sens amener cette électronique? Est-ce qu'elle doit nous soutenir? On voit aujourd'hui la démultiplication des gadgets. Gadgets qui, on le sait, ont une durée de vie extrêmement courte et puis surtout une utilité très, très, très relative. Je parle par exemple des applications que vous pouvez trouver à l'heure actuelle à foison. Il me semble qu'on devrait mieux réfléchir, on va dire, dans quel sens orienter, on va dire, le développement de cette électronique, afin que vraiment elle nous économise. Et puis il y a une piste qui je trouve très très intéressante, c'est justement une étude que j'ai lue dernièrement qui démontre que l'être humain ne peut pas faire plus que 5 actions à la fois. Même les femmes. Hein. Donc les hommes, on sait, ils n'en font qu'une à la fois, mais les femmes, elles n'arrivent pas à plus que 5 à la fois. Et je me suis penché sur cette question-là en regardant justement un ambulancier chez nous dans une situation de prise en charge de patients dans un terrain difficile. Et si vous prenez tous les paramètres alignés l'un derrière l'autre, vous voyez déjà que notre personnage en est à plus que 5 décisions à prendre instantanément sur le moment. Et donc c'est là, à mon avis, qu'on a une vraie piste pour aider avec l'électronique. Typiquement, si je dois administrer un médicament à un patient, je ne dois pas devoir aller chercher dans un tiroir de mémoire pour savoir s'il y a des contre-indications, mais je dois avoir un écran qui me dit instantanément « Attention, cette contre-indication, c'est la première, et il faut y être très attentif. » Et je pense que là, on a une vraie aide. Et c'est là où vont les Google Glass ou les lunettes électroniques. On est plus dans cette idée-là. Ça veut dire en fait mettre en apparence ou en filigrane ou en visuel, on va dire, les choses prioritaires, essentielles, qui permettent d'éviter de devoir trop réfléchir à ce qui est périphérique aux soins du patient. Et donc d'avoir plus l'aisance en fait de se concentrer sur le geste technique qu'on est en train d'effectuer. On parle par exemple d'insérer une aiguille dans une veine, on parle éventuellement même de cutériser ou éventuellement même de lire un électrocardiogramme. Je rappelle juste pour lire ou interpréter un électrocardiogramme, il faut quand même quelques secondes de concentration maximale parce que c'est des petits détails. Et je pense que là, dans ce contexte-là, eh bien, l'électronique pourrait éventuellement soulager un peu notre esprit et faire en sorte qu'on soit plus focalisé sur des essentiels. Mais ça, c'est de nouveau, ça ouvre un autre débat. Et puis, j'aimerais pas aller si loin non plus, forcément. Mais je pense que c'est là où on a un vrai travail, parce qu'on demande de plus en plus à l'être humain. Et l'électronique, à mon avis, doit servir justement à ce qu'on puisse fournir de plus en plus.
avec du soutien pour des choses non essentielles. On l'a vu avec les calculs arithmétiques, tout simples. Plus personne ne sait calculer parce qu'en 2 secondes, l'appareil va me le dire. Donc, j'ai plus besoin forcément d'avoir cette notion-là précise. Par contre, ça veut dire qu'après, je pourrais me concentrer sur des calculs beaucoup plus complexes et utiliser la petite arithmétique pour en fabriquer des complexes au niveau mathématique, par exemple, plus important. Voilà, ça c'est un peu la pensée qui me venait à l'esprit en regardant ce rôle complémentaire entre l'être humain et l'électronique, qui n'est pas toujours joyeux et qui n'amène pas toujours forcément, à mon avis, un plus dans cette voie-là. Voilà. Jean-Christophe Reviron, sur ce thème. Il a très bien parlé. vous, votre drone, c'est un peu, vos yeux aussi. Donc, oui. Votre problématique est encore un peu différente de celle que vient de nous parler Olivier. C'est différent. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'on disait, l'intervention humaine. Il faut garder ce contact. C'est pour ça, je rappelle et je répète, c'est une option, comme sur les voitures, c'est une option. Vous avez les options sur les voitures, c'est pas utile, mais voilà. Un jour, ça l'est. La technique est là, la technologie est là. Pourquoi ne pas s'en servir? C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Des questions ou des réflexions ou des oui? J'ai entendu oui? Non? Non, pas de réflexion. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça, pour le drone, hein, il y a aussi le plaisir de piloter quand même. Oui, aussi. J'espère. Oui, tout à fait. Voilà, et donc j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a aussi celui qui est aux manettes, qui a un vrai plaisir. C'est pas une PlayStation, c'est un drone, c'est un appareil qui vole réellement dans les 3 dimensions. Donc je pense qu'il y a le côté pilotage aussi qu'il faut pas négliger. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, c'est un joli jouet. Oui. Et il faut aussi garder cet aspect-là. Il faut aussi que ça ait un aspect purement ludique. C'est un outil. Merci. Bien, merci beaucoup à tous les deux. On peut peut-être les applaudir.